Bon, génial. Semaine passée, puis lundi prochain, là, j'étais au courant depuis un mois, là, fait que j'ai eu le temps de me préparer. Pas 4 heures, faire comme, finalement... Il va falloir que tu te prépares un 10-12. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? OK, j'ai été à l'épicerie, il m'a raconté ça. Acheter des mini-eggs. Bon, OK, j'ai-tu un 6? Je peux-tu faire un 6 et mini-eggs? C'est tellement ça, des fois, animé ou chroniqué, tellement ingrat par moment, mais nécessaire. Ouais. Oui. T'aimes-tu ça animé? Oui, j'adore ça. Je me suis découvert... j'avais très peur d'animer. Pendant longtemps, je me suis comme restreint à juste faire... des numéros back then. Puis, quand la pandémie a terminé, je me suis partie une soirée d'humour dans une station de ski. Puis, ça a été comme mon première fois que j'animais à vie. Puis, j'ai tellement pogné à piqûre. Puis, j'ai fait, hey, c'est pas si sorcier que ça, finalement. Du moment où tu es sympathique avec le public qui embarque là, dans ton histoire ou qui embarque dans ta vibe, déjà là, c'est comme. En tout cas, la table se met par elle-même, puis ça va bien. Là. Ouais. Puis animé, c'est drôle à dire, mais animé, t'as pas besoin d'être drôle. Puis là, je mets vraiment des gros guillemets de pas besoin d'être drôle, dans le sens où si t'es sympathique, si t'es aimable, si t'es accueillant, les gens vont avoir du plaisir, les gens vont ricaner, les gens vont rire, les gens vont se sentir bien. Après ça, tu passes la POC. Exact, c'est de rendre les gens confortables. Puis de les mettre au courant, de prendre par la main, de comme, hey, on est dans une soirée d'humour, voici ce qui s'en vient, voici c'est quoi le panel, voici ce qui s'en vient. Puis là, t'apprends à les connaître, tu peux leur parler un peu. T'essaies de faire du... Faut pas que t'essaies que ce soit drôle, genre, tout de suite. Faut juste que tu te mettes dans le bain, puis après ça, les gags viennent, mais on dirait que si t'essayes trop, là, c'est là que, tu l'échappes. J'aime vraiment ça, moi, de voir ta façon de faire tes retours d'entracte avec les 2 pichets, le jeu à 2 pichets. Oui, là, un classique. C'est quoi ça? Hey, le fameux jeu de comme problème-solution. Tu piges un problème, tu piges une solution, puis les gens sont comme... C'est un cadavre mind-blow. exquis. C'est bien bon. Un instant, c'est-tu punché, merci, bonsoir, on s'en va ailleurs. J'aime ça. Fait que ça fait des petits liners que le public ont écrit puis les gens embarquent. Fait que ça fait qu'au retour d'entraque, ben les gens ils ont hâte d'entendre leur propre papier qu'ils ont écrit. Fait que t'es sûr qu'ils vont se taire versus comme si tu commences à animer que là, ils prennent leur temps pour se rasseoir. Là. Ils se dépêchent parce qu'ils veulent. Le papier, il va se faire lire. T'as un rire, puis si tu veux double down, si tu veux rajouter une ligne à toi, tu veux surfer sur ce qui a été dit, tu peux. Exact. Sinon, si t'as rien, tu passes à autre chose. Puis si c'est pas drôle, c'est un peu la faute du public qui a écrit de quoi de mauvais. Puis des fois, je l'accuse de fait que c'est pas drôle. Puis des fois, je finis même pas de le lire, je le crisse à terre. Puis les gens, ça les fait rire. Fait que, tu sais, je m'amuse avec ça. Puis ça me permet d'avoir comme justement des liners qui sont déjà préparés, de roaster les gens par rapport à ce qu'ils ont écrit. Puis des fois, je suis comme qui a écrit ça. Puis là, il y a quelqu'un de gêné qui rit, puis il y a une table qui rit au complet. Parce que finalement, c'est un inside entre eux autres pour leur table. C'est ça. Fait que tu as comme accès à leur intimité un peu, puis c'est une façon de les faire participer. Puis là, ils ont eu le temps de parler, fait qu'ils sont comme re-énergisés pour le reste de la soirée. C'est un moment que j'aime particulièrement. Puis j'ai commencé à le faire aussi avec ma chroniqueuse qui est Evelyne Roy-Molgade, qui fait beaucoup de crowd work. Là, fait que les deux ensemble... Hey, on t'a fusé les gens, là, fun, on te les roast, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai pris une coche d'expérience avec ça. Puis à voir comment Evelyne est tellement à l'aise de faire du crowdwork, on dirait que ça m'a comme calmé un peu de faire comme, OK, c'est pas obligé d'être drôle. Il y a quelqu'un qui a au moins déjà une bonne main sur le volant. La main solide, il serait juste à... Oui, c'est ça. Moi, je suis copilote à côté. Là, Evelyne est tellement bonne. Là, je veux dire, elle fait des shows de 1 heure au complet, de 100% à crowdwork. Fait que moi, je me dis, ça peut juste bien aller. Puis si je suis capable de puncher avec quelque chose, puis des fois, on est vraiment... Ça paraît que c'est pas rodé, parce que des fois, je punch de quoi à côté d'elle, puis là, elle va juste me regarder, puis elle est comme, hey, ça, c'était drôle devant les gens. Puis là, je suis comme, merci. c'est juste comme... Le petit tape sur l'épaule, là, bravo. Oui, il y a quand même ces moments-là. T'aurais pu finir avec tel mot. C'est ça. Puis, tu sais, on est super willing dans le sens qu'il y avait un numéro de téléphone dans le bucket. Puis là, j'étais genre, on appelle dessus. Puis là, les gens, ouais. Puis là, Evelyne, on sort nos téléphones. On commence, tu sais, j'appelle, finalement, c'était quelqu'un dans le public. Fait que là, on l'a juste comme roasté à travers le téléphone, tu sais, de comme voir que t'es avec, tu sais. Quelle graine qui met son propre numéro. Oui, c'est ça. Avec là, j'étais comme, tout le monde voit son numéro, tu sais, mais c'était quand même assez... Ça crée des petits moments magiques comme ça. Fait que je pense que c'est ça que j'ai découvert avec l'animation. Tandis qu'en stand-up, j'arrive avec un texte que moi, j'apprends tout le temps à la virgule près. Je suis pas capable de... Bien, récemment, je commence à décrocher un peu de ça, mais pendant un bout, j'étais tout le temps... tellement à la virgule près. Puis l'animation m'a amené ça de faire... Tu peux ralentir la cadence, tu peux parler aux gens, les regarder dans les yeux, tu peux aller comme... Tu sais, des fois, je fais un petit fist bump, c'est juste pour comme créer une espèce de contact avec le public, puis ça me permet de comme tone down. Je suis très TDA, je suis très stressée de perdre mes idées de gag aussi. Parce que tu vas toujours perdre le fil à un moment donné. Il arrivera quelque chose. Puis tu sais, moi, une de mes béquilles en stand-up, c'est que j'ai tout le temps mon texte à côté de moi, mais
Christy, je suis dyslexique. Fait que c'est comme pas tant une bonne béquille. Tu sais, tous les humoristes vont relire leur pacing. Fait qu'à chaque fois j'ai un blanc, c'est un peu comme mon gag de prédilection de faire comme ouais, les humoristes, ils ont ça pour moi. Moi, je suis dyslexique. Fait que ça me prend comme quand même 40 000 ans de trouver où est-ce que je suis rendue. Tu pourrais te donner ton texte. Lis-les, là, puis arrête à un moment donné. Exactement. Fait qu'on dirait que mais avant, c'était des défauts que j'essayais tellement de cacher. Puis maintenant, c'est des choses que j'accuse puis que les gens vont trouver ça encore plus drôle, plus attachant. Mais c'est ça, j'ai découvert ça avec l'animation de comme... T'as pas le choix à un moment donné d'être prête à sortir de ce texte-là. Exactement. Est-ce que tu as un numéro sur la dyslexie? J'ai pas un numéro. Ça doit être dur à écrire, là, mais. Ah! C'est ça, je trouve pas. Je trouve pas les mots. Je trouve pas les bons mots. Les mots s'envolent une fois que je les dépose sur du papier. Non, mais j'ai un numéro, mon classique, mon numéro préféré, mon frère TSA. Mais comment je l'amène, c'est que je parle un peu de mon portrait familial, de dire que j'ai un frère qui est dysphasique, un frère autiste, puis moi, je suis dyslexique dysorthographique avec un TDAH. Fait que c'est ma façon que je le mets sur papier, mais j'ai pas beaucoup de gags en tant que tel sur mon TDAH, sur ma dyslexie. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont un TDAH, tout ça, fait qu'on dirait que... Mais c'est pour ça que le côté de dyslexie est quand même intéressant. J'ai pas encore entendu un humoriste parler de ça. TDA, maintenant, on en revient, on l'est tous parce qu'on est tous des artistes, on l'est tous un peu, là. Mais vraiment, sur la dyslexie, je trouve ça intéressant de mais ouais, je pense que je pourrais parler des moments de frustration que ça crée, je veux dire, dans mon couple, dans le sens que mon chum, qui est un grand cuisinier, qui a étudié à l'ITHQ, qui adore faire des recettes, qui me demande des fois, « Hey, tu peux-tu aller chercher? » Et à un moment donné, on a un ami que lui, c'est sa fête, il aime les gâteaux aux carottes, il me dit, « OK, va chercher de la muscade à l'épicerie. » Moi, j'arrive chez Provigo, puis il y a comme le mur d'épices. Oh. Puis c'est tout écrit, puis je me sens comme chez Ikea, là, que je suis pas capable de lire les noms. Là. C'est les meilleurs comparatifs que je peux te donner. Fait que là, je lis les épices, tout ça. Puis là, je le texte à mon copain. À chaque fois que je vais à l'épicerie, c'est immanquable. Je l'appelle au moins 4 fois, je le texte, j'envoie des photos. C'est-tu bien ça? Puis cette fois-ci, j'ai juste marqué, tu veux-tu la muscade foncée ou la muscade pâle? Là, il comprend pas trop ce que ma demande, mais il marque Paul, en voulant dire, ben, tu sais, je sais pas trop, mais Paul. C'est brun, là, je sais pas. Ouais, c'est ça, Paul. Ouais. Fait que je rentre à la maison, j'y donne le sachet, puis il me dit, Fania, t'as acheté de la moutarde en poudre. Et moi, moutarde, mustard, muscade, pour moi, c'était comme le même mot, tu sais. MUS, ça fait bien. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple que je me souviens concret, mais ça arrive tellement souvent. À un moment donné, tu sais, je pense qu'il m'a demandé, genre, du vin rouge, je suis revenue avec du vin blanc, tu sais. Puis, en tout cas, fait que c'est tout le temps des affaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Chemin. Puis quand je dis mesdames et messieurs, c'est allô. Allô à toi, n'importe qui. Je reçois aujourd'hui Fania Séguin. Ce podcast-là, on veut juste savoir ton cheminement dans la vie, mais ça pourrait être dans le sentier, considérant que tu prends le chemin de campagne tout le temps si tu as une chance. Tantôt, tu me parlais, puis j'imagine qu'on va laisser un peu dans l'intro, que tu parlais que tu avais un show dans une station de ski. Comment que c'est arrivé, ça? Qu'il y a une station de ski qui a appelé Fania Séguin. Fania Séguin que peut-être personne connaît à ce moment-là. Comment ça que c'est ça partie de là, ta première animation? Dans le fond, écoute, cette station de ski-là... On dit station de ski. La station de ski, je parle en chaque... Je perds mes mots. Je suis pas auteuse, tout va bien. Je finis une petite restant de grippe, mais bref... Good to know. Je vais vous partager mon sida, les garçons. Pierre, yes. Il y a de l'eau bénite ici, là, tu peux... Mais dans le fond, c'est la station de ski cherchait se voulait une soirée d'humour à un bar depuis 20 ans qui roulait un petit peu moins. Puis on fait comme, on aimerait ça avoir des soirées de stand-up. Puis back then, il avait appelé l'école de l'humour pour trouver des gens pour venir animer. Puis je l'ai su entre les branches parce que j'ai été faire du ski souvent là quand j'étais jeune. Puis turns out que mes parents sont amis avec les propriétaires. Donc, ça a facilité le rendu, dans le fond. Fait que j'ai su entre les branches en allant un super au resto avec justement mes parents et ces amis-là. Puis on fait genre, on aimerait tellement ça avoir des humoristes qui viennent animer. On aimerait ça avoir des soirées de stand-up. Puis moi qui commençais à faire du stand-up, j'étais juste comme, tiens. Écoute, on me l'a servi sur un plateau d'argent, mais... Ah, c'est fou, ça! Dans ce temps-là, j'avais pas la confiance d'animer. J'avais pas cette expérience-là, tu sais. J'avais comme 40 shows dans le corps quand même, mais tu sais, pas assez pour que moi, personnellement, je me sente prête à pitcher puis à annoncer. À produire et tout ça. Fait que j'ai laissé ça couler pendant comme 1 an, une couple de mois. Puis je pense des mois plus tard, j'ai comme appelé la station de ski puis j'ai comme relancé le projet. J'ai fait comme, je serais intéressée à le faire. Fait qu'on s'est seté comme un appel. Puis eux autres tellement convaincus que genre ça allait marcher. Tu sais, ils m'ont fait comme aveuglément confiance. Tu sais, j'étais super contente. Fait que on a parti la soirée. Ce qui est le fun, c'est que t'as livré aussi, là, parce que t'es chaud. Oui, il y a une chance. Imagine qu'ils me font confiance puis j'arrive, c'est un fiasco. Non, 3 personnes. Oui. Okay. Non, tu vois les rétrospectives sur Instagram. Là, oui, la réception
réception, incroyable. Elle a été juste les vraiment invités bonne. qui acceptent de venir, c'est vraiment d'une Exactement, grosse qualité de c'est soirée. ça. Puis je pense que mon background en cinéma a aidé. J'ai travaillé sur des plateaux télé avec... pour des humoristes, à la régie, à surveiller des portes. Là. Pendant ce temps-là, je me disais, à quoi sert ma vie à surveiller? Une porte assise sur une caisse de lait, puis à m'endormir, parce que j'ai dormi 2 heures, puis j'ai fait un show hier, puis on s'est levé à 4 heures faire de la régie. Tough période de ma vie, mais au moins, ces petits moments-là, ça m'a permis de justement côtoyer des gens, des humoristes, puis qui, après ça, ils savent je suis qui une fois que je leur écris, mettons, sur les réseaux sociaux pour offrir du booking. Fait que ça m'a aidé. Là. Ouais. Puis tu te présentais comme Fania de la Porte. Fania de la Porte. C'était moi assise à la caisse de lait en train de putréfaction, décomposée. Surtout qu'en régie, on arrive le matin, les premiers arrivés, les derniers sortis, puis on charrie du stock. Fait qu'on est habillés en sport. J'avais tout le temps une toque grosse à la tête, là, comme, tu sais, tout pour... être mon 31, les yeux cernés, tu sais, comme pas grand sommeil. Puis là, t'as comme les comédiens qui passent au CCM, tout maquillés, tout beau. Je pense que mes années en cinéma, c'est les moments de ma vie où je me sentais le plus laide, là, que genre, tu te compares, puis t'es comme, oh mon Dieu, je fais dur, là, mais tu sais, somme toute, c'est juste parce que j'arrive le matin avec 20 minutes de sommeil, puis des miettes de toast d'en face parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner, puis je suis TDA, puis j'oublie des affaires, là, parce que je mange de la moutarde pour déjeuner, parce que. Il n'y a plus de muscade. Par manque de muscade. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est de là qu'il s'est né la soirée. Voilà. Puis, tantôt, tu parlais de l'école de l'humour. Comment ça? Genre, c'est drôle que tu parles de l'école de l'humour. C'est qu'on s'en va. Ben, c'est avec ça. mon J'ai le goût de te colle. poser la question. Je sais que tu as passé par quelques tentatives à l'école de l'humour. Puis c'est peut-être là les premières... Moi, je sais que l'école de l'humour m'a appris une chose, puis c'est encaisser un refus, finalement, là, parce que j'ai essayé 4 fois de rentrer à l'école de l'humour. Toi, Pierre, je sais pas. T'as-tu fait... 3 fois. T'as fait 3 fois, toi? Oui, 2008, 2010, 2011. Vous êtes fait refuser? Oui. Ouais, J'ai même pas été à la tout le temps. deuxième journée, j'ai même pas été au stage. Chris, on est tous à chier, ça va bien. Écoute, mais moi, je trouve ça beau parce que dans le studio, il y a autant de caméras que de refus que j'ai eu. Dans le fond, 4. Donc, voilà. Wow! Les deux, 4? Ouais, moi Ouais, aussi, 4, les deux, on est pareil. Ouais. Ouais. 3 fois humoriste, 1 fois auteur. Ah, mon auteur, j'ai pas Une fois, essayé. j'avais fait les 2 auditions. Ça, c'était une affaire. Ben, La même année? Ma première année, je me suis dit, je veux rentrer à l'école de l'humour, peu importe par quel chemin. Que ce soit le chemin 1, chemin 2. Fait qu'on s'était préparé. La même année que ton aiguilleur Oui, que mon présentement? aiguilleur aujourd'hui, oui, qui c'est... Étienne, on va le nommer. Étienne Picotin. Tipeee, salut Tipeee. Lui, il a un diplôme? Oui. Mais tu vois, ça sert à rien quand même à la technique. Là, il rit le bord du rideau, ça va. J'ai chaud. Il fait chaud en studio. quand même un peu. Mais oui, c'est ça. La première année, là, je me suis dit, je veux rentrer. Tous les moyens sont bons. Ça faisait 1 an que j'essayais de rentrer à l'école de l'humour. On avait fait les cours du soir à l'école de l'humour justement pour se préparer à l'audition officielle. Puis moi puis Étienne, c'est ça. On faisait des allers-retours Trois-Rivières en covoiturage. Fait que ça coûtait un peu moins cher de gaz. Mais quand même, l'investissement de temps était là en maudit. Là, à partir de session universitaire, temps plein. Ah, faut que ça te tente, là. Ouais. Puis tu finis le cours, on finissait à 3 h l'après-midi. On embarquait dans le char. On se disait, c'est-tu aujourd'hui Burger King ou dans McDo, notre petit chemin? Puis on s'en allait là, aller-retour Montréal pour faire 7 à 10 heures avec une faune assez spéciale. Je sais pas si vous avez fait des cours du soir école de l'humour. Non, j'ai pas... Une faune assez spéciale. Étienne, tu pourras en parler aussi éventuellement. Là, lorsque je t'aurai un micro. Techniquement, il y en a un, mais je sais pas s'il sait comment il fonctionne. On l'entendrait pas pareil de notre bord. Ouais. Mais, tu sais, ça a été... Il y a 6 personnes qui se font dire... Moi, je viens ici voir si je suis drôle. Il y a 2 personnes qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Là, c'était nous autres à ce moment-là. On veut faire ça. Puis finalement, ça y allait pas tant. Là, on n'était pas plus fort dans le peloton que quoi que ce soit. Mais il y avait aussi des gens vraiment spéciaux. Tu sais, je me rappelle quelqu'un qui fait... Je me suis fait laisser... Ben, on m'a mis dehors de mon emploi. J'ai le goût de voir si je suis capable d'être drôle. Fait que, tu sais, cette personne-là avait... genre le poids du monde sur les épaules pour essayer d'être drôle. Le cours a pris une tangente là, quand lui a pris lui, c'était sa thérapie de faire... ça, c'est ça ou le psy, puis il n'avait pas accès à un psy. Fait que finit sa phrase, puis là... Ça rit pas, hein? OK. Fait que tu l'entends... il testait, il rodait, en même temps se présenter. Là. OK. Mais t'entends les coups de pelle de sa tombe, il est en train de se creuser pendant qu'il fait son numéro. Puis c'était fou, cette personne-là finissait son cours... l'espèce de ronde de commentaires qui se faisait. On dit à voix haute nos devoirs. Puis après ça, c'est... Là, j'ai entendu que ça riait pas. Est-ce que vous pourriez m'aiguiller à savoir... M'aiguiller? On a un aiguilleur ici. Est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que je fais pour que ce soit plus drôle pour la prochaine fois?
Puis là, c'est parce que c'est un peu malaisant parce qu'il y a déjà 10 personnes qui te regardaient en riant pas. Puis là, c'est comme... C'est pas assez, ça, de... C'était pas drôle. Ça devrait être suffisant comme... Mais cette personne-là question... se frappait dans le dos un peu plus de faire que non, mais dites-moi là où est-ce que c'était pas drôle. Puis, on n'a pas ri jamais. Ouais. On n'a pas ri zéro. Ouais. Mais c'est bizarre parce que ce cours-là est supposé de donner des outils pour être plus drôle. La question est comme pas pertinente. Non? Mais ça fait partie du cours. On espérait peut-être... Cette personne-là espérait plus des commentaires constructifs peut-être que de dire... je sais pas qu'est-ce que je garderais, de tout ce que ça a été le commentaire une fois qu'on m'a dit plus tard à la télé de Frank Greeny qui m'a fait le plus mal. Ah ouais? Frank, à un moment donné, quoi? je présente un numéro, puis je m'en allais le faire en plus dans un bar tout de suite après. Là. Je finissais plus tôt pour faire mon numéro, je m'en vais dans un bar. Puis il me dit avec le plus grand, puis cette personne-là, il est très, très, très... comment qu'on dit? Le mot pédagogue que je cherchais. Très, très, très pédagogue. Moi, j'étais comme très pédophile. Non. Avec les petits doigts de même. Je sais qu'on s'en va. Ça prend de ton J'avais genre. 11 ans à l'époque, j'ai grandi. Je suis devenu un homme. Non, ça a été vraiment ça. Puis autant pédagogue qu'il est, son commentaire était... Dominique, de tout ce que tu viens de dire, je sais pas si je garderais quelque chose. Puis toi, tu t'en allais faire ça. Et moi, dans ma soirée. tête, je fais comme... Et là, je m'en vais répéter ce sac de vidange-là. Je m'en vais prendre mon sac de vidange, je m'en vais ouvrir ça, puis advienne que pourra après. Est-ce que tu l'as encore, ce numéro-là? Est-ce qu'on pourrait le revoir? God, sûrement que oui, parce que j'ai vraiment gardé, puis j'écris papier, là. Je sais pas vous autres. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai toujours des traces de tout ce que j'écris. On passe à un extrait, là. Ah non. Mais est-ce que j'ai tapé sa table comme un singe excité, là? Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que ça n'a pas été enregistré, heureusement. Ouais. Heureusement, je m'enregistrais pas. Moi, c'est pendant les... Te souviens-tu C'était quoi le sujet? Ouais. Hey, pour vrai, j'essaie de l'enlever de ma mémoire cognitive. Puis il n'y a rien de tout ça que j'ai gardé, finalement. Okay. Mais j'ai été le répéter. Ça veut dire que si je l'ai dit au bar, là, je me suis enregistré. Ça doit exister à quelque part. Mais aller livrer quelque chose que tu sais qui est un bol de merde. Ouais, que la personne la plus pédagogue puis qui vient de donner des punchs. T'avais pas cancellé le show? T'as fait non, je vais y aller quand même? Non, je vais aller. Courage. La légende. J'ai une chronique à faire. Il faut que j'aille casser du matériel. Aïe. J'en ai pas d'autres à ce moment-là. Là. J'ai pas de fallback de me dire j'ai un numéro, 10 minutes. Ouais. Fait que ça a été mon premier zaz. Si j'ai eu un blanc de 30 secondes sur scène, c'est 30 secondes qui ont les mieux été de ce set-là. Wow. Mais juste avant, là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je garderais rien. Ben oui. Je sais pas comment dire ça autrement. Puis c'est la seule fois que j'ai eu un commentaire comme ça. C'est un bon conseil. Oui, forcément. Forcément, ma vie va mieux depuis. mais en même temps, l'opinion d'une personne, même si Grenier a quand même un bon sens de... Oui, puis c'est dans le cadre d'un cours exactement. Aussi. Ça veut pas dire que c'est si désastreux que ça, dans le sens où peut-être que ça m'a été. Là, non, mais j'étais là, puis sûrement que je l'ai enlevé aussi de ma mémoire. Ça avait quand même été, là, mais c'est ça, je suis quand même parti. Je le présentais. Il n'y avait aucune joke si les gens riaient pas que je faisais pas. Ah oui, c'est ça. Inquiétez-vous pas, il y a déjà enlevé celle-là. C'est pas je vais l'enlever, c'est... Je l'ai dit, là, je peux plus la répéter, ça n'existe plus. Fait que tu sais, c'était ce genre de commentaires-là que cette personne-là recevait en commentaire. Mais tu le vois avec l'espèce de peur on est de retour à la personne on se ramène à l'ENH, mais je finis avec ça. Cette personne-là vivait pour un commentaire constructif, puis elle n'en avait pas eu. Puis nous autres, on revenait, puis on faisait que je me sens mal pour elle. Ah oui, je me sens mal pour elle. Elle est où cette personne-là maintenant? On lui souhaite le meilleur des avenirs. Je sais pas où est-ce qu'elle est, cette personne-là. Sinon, Fania? Oui. Je repensais au mystère des gens que j'ai croisés dans mes cours, moi aussi, à l'ENH, de voir des gens. C'est là que je m'en allais. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais quelqu'un qui était un psychologue qui venait chercher justement l'humour pour comme... alléger un peu ce qu'ils recevaient des gens, des confessions de personnes. C'est tellement pas une bonne idée. J'ai de la misère à passer au travers du deuil de mon père. Ouais, mais au moins, t'as encore ta mère. Ouais, c'est une règle de 3. Il reste une jambe à sa mère, mais toujours bien un 3/4 de parents que t'as là.
Je sais pas c'était quoi, c'était là. Je me suis surprise moi-même, je me suis fait peur. C'est un rire de C'est juste un blague, rire de je réfléchis en même temps. C'est ça qui se passe. Mais ouais, il y avait une fille que justement, on avait un devoir. Une semaine, il fallait écrire comme nos premiers procédés humoristiques. On avait su comme un survol de comment écrire des gags. Règle de 3 sur enchère. Non. Les procédés. Tous les procédés, exactement. Puis la semaine après, on lisait justement les gags qu'on avait comme confectionnés pour la première fois. Puis moi, je me souviens que j'étais comme, ça va être à chier. Finalement, les gens avaient ri. Fait que je m'étais dit, OK, ça va bien. Puis le tour continue jusqu'à cette dernière personne-là. Et la personne a lu ses gags. Personne n'a ri. Elle s'est levée. Puis elle est partie en pleurant. Et j'étais mal. Encore aujourd'hui, j'y repense à ça, puis je suis comme, j'ai jamais revu cette personne-là. Je vis pour ces moments-là. Oui, là. oui. Pas pour les C'était vivre, très mais pour les dramatique. voir. J'étais comme une chance, les fenêtres sont blindées à l'ENH parce que c'est au 7e étage. Là. Il y avait une couple de. Pas à courir. ouais, sur Sherbrooke, il pleuvrait des. En tout cas, bref. Ah oui. Wow! Hey, mais c'est spécial, mais Ça m'a marqué. c'est tellement ça aussi, l'humour. Là. C'est Mais rough. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait donner la piqûre à ce moment-là pour continuer là-dedans? Si t'as été refusé 4 fois à l'ENH, t'as fait le cours du soir, OK? T'as fait Frank Grenier, tu fais aussi? Oui, pendant la pandémie, exactement. En ligne. Mhm. En ligne, oui, parce que je me suis dit, le temps que je t'achie, je vais vivre ça pendant la pandémie, loin de tous. Justement, le plus possible. tu commences là-dedans, puis la pandémie arrive. Qu'est-ce qui continue à vouloir ça. continuer? Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, la question, t'as compris. Oui, de pourquoi être autant motivé pour de quoi de si difficile. Oui. En gros, c'est ça. OK, oui. Mais moi, ça a été vraiment, je pense au primaire, là, ça a commencé là. Je m'attendais pas à ça. Primaire. Okay. Écoute, je vais passer vite, là, mais au primaire. Non, prends le temps que tu veux. Prends le temps que tu veux. OK, j'ai aimé pour moi. Parle de ton primaire. Ah ouais. Avant d'être trop moi. Je pense que j'avais 7 ans, puis c'était un cours à l'école. Première année, déjà là, je me souviens comme le prof avait demandé, dessinez votre futur plan de carrière, votre futur métier, où est-ce que vous voyez, puis tout le monde dessinait pompier, astronaute, blablabla, police, peu importe. Moi, je m'étais dessinée genre sur un stage à la Elton John avec des lunettes en forme d'étoile, puis j'ai marqué « Plus tard, je vais être une star wow. ». Fait que, tu sais, déjà à 7 ans, j'avais cette envie-là de parler devant des gens. Puis, tu sais, moi, je suis la cadette d'une famille de 3 avec des cousins plus vieux, tu sais. Mon cousin le plus proche en âge de moi, il est déficient intellectuel. Fait que, tu sais, je veux dire, déjà là, c'est... Fait que j'ai jamais eu comme de cousins ou cousines comme on était très proches en âge. Fait que je pense que j'ai tout le temps... avec tes cousins, c'est à peu près pas possible. Oui, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'avais 8 ans, le plus jeune de mes cousins avait 16 ans. Là, fait que ça te donne une idée du gap d'âge qu'on avait. Puis moi, c'est à travers l'humour que j'étais capable d'avoir de l'attention ou de faire réagir. Ou à l'école, j'ai tout le temps été vraiment pas bonne avec ma dyslexie. Tout ça, j'ai redoublé, j'ai changé d'école souvent. Fait que comment me faire des amis, c'était... Puis pourquoi je voulais aller à l'école, c'était pour faire rire un peu ma gang, mais tu sais, je me faisais sortir de classe parce que je niaisais trop, mais tu sais, je vivais pour ces moments-là. J'étais vraiment une petite crise, comme on dit, là. J'essayais tout le temps de challenger le prof, de faire rire le prof aussi, mais il me faisait sortir. Puis, rendu au secondaire, prof de théâtre qui me prend sous son aile puis qui me dit... parce que j'avais fait une audition pour faire une comédie musicale, puis il y avait comme des rôles assignés à certains élèves selon l'audition, si on chantait bien ou pas. Bref, on chantait tous comme des culs, mais c'est pas grave. Hey, mais je me souviens, la journée de l'audition, écoute, j'ai le micro devant moi, j'ai fendu, genre j'ai quasiment pleuré, je voulais pas le faire, puis pas longtemps, puis j'étais comme, c'est pas fait pour moi. T'avais-tu déjà fait le dessin que tu voulais être une star avant ça? J'avais 7 ans, mais là, à ce moment-là, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. À ce moment-là, quand il y a la fameuse audition pour la comédie musicale, et je peux pas le faire. Fait que je fais comme les petits figurants, les sans-papiers. On faisait Notre-Dame de Paris, là, fait que je faisais le sans-papier en arrière qui dansait, là. Fait que je me souviens que j'avais vraiment du fun à faire ça, puis je me suis comme découvert au travers de l'année dans ces cours-là, puis le prof il m'a pris sous son aile un moment donné après le cours, puis il m'a dit, je sais pas pourquoi tu t'es pas donné la journée d'audition, parce que c'est sûr, je t'aurais donné comme le rôle principal. Comme quand t'es sur une scène, tu te dégages tellement une grosse énergie, genre on voit juste toi, puis dans les cours de mathématiques. La sans-papier en arrière, que t'as le focus, Oui. Quasimodo, il est où? Non, on regarde juste en arrière. Je suis en arrière avec mes genoux. Je suis déçue qu'il y a une table qui me bloque le mouvement. Je me montre à temps. Bref, mais je me souviens que ça m'avait quand même vraiment choquée, ce moment-là. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y avait comme des classes qui, mettons, il manquait d'émotion, de motivation auprès des élèves. Ben, pendant mon cours de mathématiques, j'avais mon prof Paul qui venait me chercher, le prof de théâtre qui m'amenait dans sa classe. Puis il était comme, OK, il partait la musique 3 en 4, puis il est comme, montre là, c'est quoi l'intensité? Puis là, je partais, tu sais. Moi, j'étais comme gênée. Toi, mais t'es en maths, genre 5 minutes avant, là. Tu te fais comme traîner de faire. C'est ça. J'étais tellement confrontée à ça, full stressée, mais en même temps, j'étais genre fuck off, là. Genre, si j'ai une excuse pour comme pas faire du Pythagore, est-ce qu'il m'a le prendre? Fait que j'allais danser. We gonna dance. Fait que let's dance. Fait que ça a parti de même, puis
Secondaire 3, juste l'année d'après, ma prof de genre mathématiques, elle m'avait dit genre « Hey, t'es vraiment spontané, tu devrais faire un show de stand-up. Le secondaire en spectacle, tu devrais l'essayer puis faire un show de stand-up. » À ce moment-là, est-ce que tu connais le stand-up? Est-ce que tu t'intéresses à l'humour, à l'univers humoristique québécois? Écoute, moi, je viens d'une famille à chaque année, on allait voir, mettons, on avait été voir des shows d'humour et des heures de stand-up. Mes parents m'ont amené voir genre... André Sauvé, je pense que j'avais 10 ans. Puis j'avais vraiment aimé ça parce qu'il y avait des projections au projecteur. Il mettait des perruques. Fait que c'était très clownesque. Fait que j'étais capable de suivre. Fait que j'ai tout le temps trouvé ça hot. Puis je me souviens comme dès un jeune âge, j'ai regardé des humoristes parler pendant 1 heure. Puis je me disais, c'est impossible. Tu sais, moi, j'avais tellement de la misère à l'école. Tu sais, moi, à cause de mes diagnostics que j'ai eu comme à 10 ans, back then, je savais pas que j'avais une dyslexie, que j'avais un TDA. Fait que pour moi, j'étais conne. Fait que, je me traitais de conne constamment. Oui. C'est drôle, ça. C'est un peu triste, mais exact. C'est drôle. Exact. Non, je suis pas conne. C'est ça. Il y a un diagnostic, il y a une raison à tout ça. Mais ça a été comme un long parcours. Puis c'est ça. Fait que je sais pas, je m'intéressais par l'humour par le fait que j'étais comme, ces gens-là ont tellement une belle confiance, sont capables de faire rire une grosse crowd. On dirait que ça m'impressionnait, mais je me disais jamais... Moi, là, quand j'étais plus petite, là, à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre que l'école, c'était pas faite pour moi, que c'était difficile, je me voyais serveuse dans un resto, puis je me disais, c'est le plus gros que j'étais capable de faire, tu sais. Ton plafond était bas, là. Mon plafond était très bas quand j'avais 8 ans, là, tu sais. Fait que ça ouais. C'est... Mais à 8 ans, t'as comme pas le... Tu penses pas à l'idée de salaire minimum? En même temps, t'es petit quand t'as 8 ans, fait que le plafond, il est quand même haut. T'as pas la même perception du plafond. Des gags. Ouais, c'est bon. Fait que... Je suis fier de toi. Ben, je suis pas grand depuis tout le temps, fait que je comprends le... En tout cas, oui. Bref. C'est vrai qu'avec ta barbe, tu ressembles à un petit gnome. T'es tout mignon. Merci. Ça fait plaisir. Je viens de perdre un ami, ça y est. Mais fait que t'arrives en secondaire 3, on te propose le stand-up, puis tu fais comme, il y a de quoi, là? Oui, ben on dirait que à ce moment-là, moi, j'y croyais pas. Là. Ma prof de mathématiques m'a dit, tu aurais allé écrire un numéro de stand-up. Moi, j'ai jamais écrit de stand-up. Je sais même pas si je sais écrire point. Ben, j'écris déjà un peu mal avec ma dyslexie. Là. Ça me prend un récord de Lexibook, tout le kit, là, antidote, en tout cas. Puis je me souviens, je m'étais dit, Colin, je vais essayer de relever le défi, mais je vais aller jouer du piano à place. Puis je compose. J'ai tout le temps aimé jouer de la musique à l'oreille. Je compose un peu au piano, là, mais c'est quelque chose que pas tout le monde sait parce que je fais ça pour le fun, puis je l'assume pas assez pour comme l'amener sur scène parce que je suis comme il y a vraiment du monde meilleur en piano que moi, là, je me rends compte. Fait que je laisse ça, c'est comme mon petit passe-temps personnel pour décompresser. Que tu gardes. Parce que autant que moi, la guitare, j'ai jamais eu l'idée de monter sur scène avec ma guitare. Ben, c'est ça, j'ai pas encore cette confiance-là, peut-être un jour. Mais je m'étais dit, je vais aller jouer une composition, puis finalement, j'ai fait le talent show, puis j'ai tellement été stressée, j'ai shaké tout le long que j'ai joué, je suis débarquée de scène, puis genre, je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, à 16 ans, je pourrais jamais faire de scène, c'est pas fait pour moi. C'était une chanson humoristique? Même pas? C'était une composition, c'était du classique que j'avais été faire, ouais. Ah, pas de paroles, c'est juste piano. Juste piano. OK, t'es complètement... Hey, veux-tu faire du stand-up? Ben oui, je vais faire une tune classique au piano. Exactement. Okay. J'assumais pas d'aller parler dans le micro. J'étais comme... C'est la deuxième fois où tu échoues à essayer de performer. Exactement. Fait que, ça a été tough aussi, mais tu sais, ça faisait 2 fois que des professeurs me disaient « Ah, il y a de quoi, tu sais, faites quelque chose par rapport à ça. Puis en secondaire 5, ça a été comme ma plus grosse année qui s'est passée tellement d'affaires que j'ai eu comme plein de bateaux que la vie m'a envoyés pour dire, genre, il y a ça qui t'attend, il y a quelque chose, there's something. C'était les 50 ans du père de ma meilleure amie, puis 6 mois avant, j'ai dit « Hey, on devrait faire un sketch, puis genre une parodie de genre... » nos pères, parce que nos pères sont meilleurs amis. Ma meilleure amie, nos pères aussi sont meilleurs amis. Fait qu'on est comme 2 générations de meilleurs amis. En tout cas, très cute. Puis on a parodié genre la vie de nos pères. On a fait des sketchs dans le garage avec les motoneiges puis tout ça. Puis le soir de ses 50 ans, de présenter le vidéo, puis ma mère, elle se disait « Christ, que ça va être mauvais. Ça va être malaisant. Ça va être genre 15 minutes de mauvais sketch. Là, ça va être broche à la fin. » Puis finalement, comme les gens qui étaient là à la fête de l'ami de son père, on était comme peut-être une trentaine dans la maison à regarder la télé. Puis les gens ont tellement hurlé de rire qu'il a fallu rejouer la vidéo une deuxième fois pour que les gens entendent les gangs parce qu'ils étaient juste trop crampés des costumes puis la gesticule parce qu'on les jouait bien, nos pères, tu sais. Wow. Puis je me souviens, il y a une amie de la famille qui était venue me voir, justement, puis elle m'avait comme pointé avec son doigt sur mon chest vraiment fort, puis elle était comme, toi, là, si tu vas pas en théâtre ou en humour, c'est du gaspillage, comme, faut absolument que tu fasses ça. Puis next thing you know, genre la semaine passée au Lion d'Or, elle était là, puis elle était venue me parler après le show, puis j'étais genre, hey, ça m'a full marqué ce que tu m'as dit ce jour-là. Mais bref, secondaire 5, m'arrive ça, premièrement. Deuxièmement, après ça, j'ai ma prof de théâtre, que j'ai pris un cours à option en secondaire 5,
théâtre, j'avais le choix entre ça, littérature, sciences, en tout cas, prendre l'avance pour le cégep. Puis je me dis, dernière année de cégep, excuse-moi, de secondaire, je pense que j'ai goût d'avoir du fun. Prends le cours de théâtre. La prof de théâtre nous dit, un moment donné, pendant un cours récréatif, elle dit, faites-nous un numéro d'ouverture pour l'animation. On n'a personne qui veut animer secondaire en spectacle cette année. Fait que je veux juste voir s'il n'y a pas comme quelqu'un dans ce cours-là qui pourrait... Qui a le bagou qui pourrait le faire. Ouais, voyons voir, mais tu sais, aucune pression. Puis, tu sais, si ça donne, ça donne. Puis sinon, c'est juste un cours libre. Fait que créer des sketchs. Fait que là, je me mets en équipe avec mon meilleur ami. On crée un sketch. On le fait à la fin du cours. Tout le monde présente des sketchs. Tout le monde est sensiblement très drôle. Le sketch que j'avais fait avec mon meilleur ami a comme sorti du lot un peu. Mais tu sais, moi, je me suis dit, tout le monde a ri à tous les sketchs. Fait que je suis comme... Aucune attente que qu'il se passe de quoi par rapport à ça. Fait qu'une semaine passe, je suis dans mon cours de mathématiques. Le directeur cogne à la porte et il dit à la prof, est-ce que je peux voir Fania Séguin? Nanana. Et moi, je me mets à stresser. Moi, à ce moment-là, académiquement, je me force pour avoir des bonnes notes dernière année au secondaire. Tout en te traitant de conne sans arrêt, j'imagine. Mais un peu moins pire à cet âge-là parce que j'étais dans une école pour des troubles d'apprentissage. Fait que j'étais dans une école qui était comme. Tout le monde était con. Ouais, tout le monde était con. Fait qu'on était une école de cons ensemble, droguer sa vivance, c'est Ritalin. Fait que, bref, c'est de même que j'ai réussi à avoir mon DS. Bref, shout-out à cette école. Puis c'est ça, le directeur vient me chercher, me sort de la classe dans le corridor. Puis tu sais, quand je me lève, tout le monde est comme « Ouh, Fania, ça va chez le directeur. » Genre, elle a fait de quoi de pas correct. Je sors dans le corridor, je vois ma prof de théâtre, le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis là, le directeur m'annonce, il dit « Écoute, Bénédicte est venue me parler, puis elle a dit que tu as vraiment du potentiel. On aimerait ça que ce soit toi qui anime secondaire en spectacle. Wow. De toute l'école, on croit vraiment que c'est toi qui as le plus... C'est que tu as vraiment un potentiel, tu as de quoi ce qu'il faut. Et moi, de répondre non. À ce moment-là, j'ai dit non, je pense que vous vous trompez, vous faites erreur, c'est pas vraiment drôle ce que je fais. Parce que c'est, pour te donner raison aussi de penser comme ça fait 2 fois qu'il y a des gens qui te prennent puis qui t'amènent en disant non, aie confiance en toi. Oui, exact. Puis que je me pète la gueule, tu sais. Fait que je suis comme non, là, ça suffit. Tu sais, se péter la gueule devant une école, son école au complet, c'est tellement challengeant quand t'es ado. Puis là, il commence à essayer de me bargain. Il me dit je vais te payer de la pizza. De toute façon, t'as des bonnes notes. Bénédicte, elle va t'aider à écrire tes gags. On peut retravailler le number. Tu peux manquer une journée d'école, puis Bénédicte, elle va elle va t'aider avec la conception du numéro. Parenthèse, la phrase « Tu vas pouvoir manquer un cours pour travailler sur un spectacle », ça m'a tellement motivé là, quand j'étais au secondaire. Là, de faire comme... j'irai pas en maths cet après-midi, mais je vais être capable de faire des blocs en carton pour le concept d'animation un peu fucké. On était un petit groupe d'impro théâtre. On était comme tout le temps les mêmes 7-8 personnes qui se tiennent ensemble, puis des sous-groupes. En tout cas, on était un peu une petite clique de théâtreux. Et on animait toutes les crises de galas, de spectacles, whatever. Puis on avait un concept, on avait acheté tous des habits noirs. Et des glow sticks, on était juste des bonhommes allumettes. Fait on animait comme dans le noir, il y avait un black après le numéro, mais il rallumait pas les lumières pour nous qui rentrent, c'était comme des bonhommes allumettes. Puis c'était beaucoup trop de travail pour ce que c'était. Ça doit être énorme. Parce que juste pour dire qu'on avait beaucoup de bricolage à faire, puis la phrase « Tu vas manquer ton cours de français ». Ça t'a acheté, toi? Ben oui, je détestais l'école, fait que moi, j'étais content de... faire autre chose. Écoute, moi, il a fallu qu'il travaille. Là. Déjà, là encore, c'était pas assez. C'était pas assez. Ouais. Il a fallu qu'ils disent ton meilleur ami qui est dans le sketch avec toi va pouvoir le faire avec toi. Si vous êtes 2, est-ce que tu es game de le faire? J'ai dit, là, si je peux niaiser que mon meilleur ami, manquer des cours, manger la pizza, OK, là, we got something. Là, on peut faire de quoi avec ça. En tout cas, finalement, j'ai animé le secondaire en spectacle. Ça s'est tellement bien passé, finalement. C'est tellement gros aussi, quand même. Puis, on dirait c'est fou comment... Comment tu te sens avant? Parce que tu sais que t'as planté... Pas stressé? Pas stressé parce que je vois tous les gens qui participent à ce secondaire en spectacle qui veulent mourir, qui sont full stressés, que là, eux autres sont comme en mode... c'est comme une espèce d'audition pour voir qui va être accepté pour la finale, puis tout ça. Grosse affaire. Puis moi, je suis là en mode animation que je sais que moi, mon numéro, il est pas... Aucune incidence, peu importe. Exactement. Ouais. C'est pas moi le spotlight. Puis de l'avoir déjà fait dans le passé, d'avoir joué du piano, puis d'avoir comme m'être planté, j'ai dit, je sais déjà c'est quoi le pire. Ça peut juste mieux aller. J'étais avec mon meilleur ami, puis on niaise, puis on dit des niaiseries. Là. C'est pas du piano, là, je m'en vais faire des gags. Là. Si on panique, on se regarde en faisant « Sauve-moi », puis tu vas réussir à me sauver. Exactement. On est 2 dans le bateau, fait que c'est beaucoup moins pire. Ça s'est full bien passé. Finalement, il y a eu un deuxième que c'était une finale régionale avec les autres écoles qui venaient dans mon école. Fait que tu refaisais tes animations. J'ai refait encore la même. Fait que cette année-là, j'ai animé 2 fois devant comme un groupe de 500 personnes. Puis la deuxième fois, il y avait des juges. Puis là, ils ont comme pris mon animation. Puis ils ont fait genre... ils m'ont donné une banderole. Puis ils ont fait genre, c'est la meilleure animation de toutes les écoles, genre, de la région.
Fait que là, on dirait que là, c'est ça, que c'était pas juste des profs qui m'aimaient, qui me donnent une tape dans le dos, mais que ce soit comme des juges qui ont été voir... Des inconnus. Des imparfaits inconnus qui vont juger d'autres animations puis qui me disent comme « Ah, t'es une super bonne animatrice, on donne un prix. » Ben, tu sais, ça m'avait vraiment comme donné une belle tape dans le dos de faire comme « OK, finalement, je pense que c'est correct que genre, j'aime faire ça. » Cette même année-là, encore une fois, j'ai... il y a la fin de l'année qui arrive, puis il y a une boîte qui est prélassée dans l'école que les gens vont voter, marquer des noms pour la personne qui juge, qui ont envie d'avoir pour la graduation, qui va parler au nom des secondaires 5 pour les finissants, qui va faire un speech. Puis c'était mon nom qui était ressorti, puisque les gens m'avaient vu animer toute l'année, puis que c'était drôle. Fait que mon nom était ressorti avec mon meilleur ami, puisqu'on faisait des sketchs ensemble. Puis sur l'heure du midi... Mais là, cette opportunité-là vient t'enlever ton bal de finissant, là. Oui, puis non, dans le sens que je pense que ça l'a rendu encore plus magique, parce que sans le savoir, j'ai écrit un bien cuit. Je savais pas c'était quoi écrire un roast avant, mais j'ai écrit un roast à l'école. Ça m'a pris 20 minutes, puis j'étais à côté, back then, j'étais à côté de ma prof de français que elle, quelques mois plus avant, genre, m'avait pris sur son aile. Cette prof-là aussi, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner, mais elle aussi, elle m'avait pris mon nez pendant l'heure du midi, puis elle m'avait montré l'École nationale de l'humour sur le site web. Puis elle m'avait dit, écoute, de toute mon expérience de carrière, j'ai jamais proposé ça à aucun élève, mais comme toi, il y a there's something, je pense que tu devrais essayer l'École de l'humour. Je te verrais être humoriste. Puis moi, j'étais comme parfaitement non, là. J'étais comme... C'est sûr qu'il me refuse au moins 4 fois. Ouais, c'est ça. Tu sais pas, je reviens du futur, c'est de la colle, les amants. Mais... c'est pas... Je vais faire un podcast avec Don Morin, genre fucking gênant dans une couple d'années. Ouais. Mais... fucking gênant. Genre fucking gênant. Fait que je me souviens, j'avais dit que j'avais pas la confiance de faire ça. J'étais trop stressée. Puis elle était comme, tu sais, il y a des humoristes comme Simon Gouache qui sont qui vivent l'anxiété puis qui vont faire de la scène. Parce que cette prof-là, elle mettait des sketchs d'humour dans des périodes libres. Puis elle mettait du Simon Gouache. Puis j'adorais sa plume. J'ai comme vraiment trippé sur Simon Gouache au secondaire. Fait que je me souviens qu'elle m'avait dit ça. Elle était comme, lui aussi, il est stressé puis il est capable de le faire. Fait qu'en tout cas, saut dans le temps... la graduation, finalement, mon nom ressort. J'ai écrit un bien cuit à côté de cette prof-là qui m'avait dit, va faire l'école. Elle me voit écrire un texte plein de procédés en 20 minutes. Elle va lire au directeur. Le directeur, il a approuvé les gags, puis le directeur, il avait ri. Fait que j'ai une photo encore à ce jour de moi sur le podium dans l'école, qu'il y a le directeur qui rit, qui applaudit en arrière, puis je lis mon roast à l'école. Fait que là, on dirait que c'était comme les premiers comme T'étais gags. sur scène, tu le connaissais par cœur, ton roast? Ou J'étais sur papier, je le lisais, là. Fait que c'était vraiment très relax, mais tu sais, de lire des gags, puis que il y a 500 personnes qui rient parce que c'était toutes des insides par rapport à l'école. Fait que c'était très personnalisé. Fait que c'était sûr que ça allait les rire. T'sais, des élèves qui étaient pris dans un ascenseur, j'ai fait des jokes là-dessus. Fait que là, la classe qui était pris dans l'ascenseur... Tu faisais la joke pour cette table-là. Oui, exactement. Mais comme les gens, comme savaient toute l'histoire de l'ascenseur, là, ça a été comme la grosse affaire cette année-là, que les élèves qui étaient pris pendant comme 2 heures pris dans un ascenseur, puis ils étaient genre 12, esti, là. Fait que... fait que l'enfer, là. 12 ados d'un ascenseur. Là. Ah ouais, dégueu, là. Fait que ça devait sentir la puberté. C'est sûr que ça sent bon. Fait que, ouais, fait que j'ai eu cette grosse expérience-là. Puis après ça, ben j'ai gradué, je suis allée au cégep. Puis au cégep, j'ai frappé un mur, là. Tu sais, j'étais dans mon cours de philo, j'écrivais des gags. Puis je faisais un devoir chez moi, un après-midi. Puis j'ai vraiment pogné le fixe. Puis j'ai vraiment un moment, là, de Matrix, de comme sortir de ma grotte, là, de vraiment faire comme... Qu'est-ce que je fais de ma vie devant ces cahiers-là? Je comprends rien. Genre, ça sert... Genre, qu'est-ce que... Tu te rappelles, t'es dyslexique à ce moment-là. Oui, on dirait recalcule en cours. 4 cahiers ouverts avec des affaires que tu comprends rien. Exactement. L'allégorie de la cave, m'en calisse! M'en calisse! Burn! Fait que... Ouais, fait qu'à ce moment-là, je me souviens, j'ai repris mon téléphone puis j'ai recontacté ma prof qui m'avait dit d'aller en humour. Puis j'ai oublié de dire ça, mais en secondaire 5, en plus de tout, qu'est-ce qui s'est passé? Luc Boilly, qui donne les cours à l'ENH en écriture... cette professeure-là, elle avait pris des cours à l'ENH de français pour apprendre à écrire du stand-up, en tout cas, pour rendre les cours plus ludiques, plus drôles pour pouvoir le coacher à des jeunes. Puis, à l'école où est-ce que j'allais, ben dans ma classe, elle avait fait venir Luc Boilly de l'ENH, puis elle essayait full de me pousser vers lui pour que j'aille y parler. Puis elle était comme, vas-y, dis que tu veux faire l'ENH. Puis j'étais genre, non. Fait que cette prof-là... C'est sûr que tu dois au moins 10% de tous les cachets que tu vas faire dans ta carrière. Là. Ah non, ça n'a pas... Cette personne-là, juste... Ça n'a pas de bon sens. Merci d'avoir travaillé si fort. Mais j'ai l'impression que tous les humoristes, ou une grande majorité d'humoristes qui, un peu... Tu sais, je me vois beaucoup dans ton histoire pas tout ça. Moi, j'étais beaucoup trop à l'aise sur scène, c'est la différence. Okay. Mais dans le sens que, tu sais, j'étais pas certain. Je sais que je voulais faire ça, mais il y avait des hésitations. Mais d'avoir cette prof-là, moi, c'est Michel Mimi, qui était monitrice de théâtre, et Christian Siam aussi, qui était coach d'impro.
c'est deux personnes très, très importantes qui m'ont comme poussé à faire comme, ben... Sans le vouloir, moi, ils m'ont pas montré le site de l'ENH. Moi, c'est intense, là, quand même, ils l'ont mis dans le bec. Là. Ils te l'ont forcé. Mais parce que t'en avais besoin à ce moment-là, j'imagine, puis ils le voyaient, puis ils te connaissaient, puis ils étaient comme, si on la pousse pas, elle le fera pas. Elle le fera pas, exact. Finalement, tes cahiers sont là, puis tu fais comme, fuck it. Ouais, c'est ça. Je te faisais mes devoirs de philo, puis j'ai décidé de recontacter cette prof-là, puis elle m'a dit, ben justement, il y a des portes ouvertes ce mois-ci, viens avec moi, puis elle m'avait comme amené à cette école-là. Fait que j'ai revu cette prof-là après comme 6 mois qu'on se parlait plus, parce que j'avais gradué, tu sais. Oh my God. Fait que je rentre là, 7e étage de l'ENH, Louise Richer qui arrive, petite madame qui commence à parler du programme, puis la mâchoire m'a décroché. Là. Je capotais sur le programme, qu'est-ce qu'elle parlait de l'école, comment c'était quoi la vision, c'était quoi les valeurs de cette école-là, tout ça. Puis pour moi, c'était genre Poudlard là, qu'on me présentait. Oui, là. complètement. Je capotais d'homme. J'ai tellement capoté. Puis je suis rentrée chez moi comme les yeux pleins d'étoiles. Puis j'étais genre, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis oui, c'est ça. Ça a été un matin. J'ai pris des cours. Je me suis inscrite pour les cours du soir. J'ai essayé ça. Puis là, justement, j'ai rencontré la fille qui est partie en pleurant. C'est ça. Mais t'as-tu lâché le cégep à ce moment-là ou t'as quand même continué? Juste pour avoir le papier? J'ai fini cette année-là. Puis j'avais voulu changer de programme. Finalement, j'étais en arts et lettres. Après ça, je voulais aller en loisir pour organiser des événements parce que j'étais comme, j'aime quand même ça m'attire. On peut voir que ça t'aura servi. Bizarrement, c'est plus connecté à l'humour loisir qu'art et lettres. Ben oui, 100%. Avec le vécu qu'on a à cette heure puis les connaissances qu'on a avec le monde de l'humour, là. Bravo. Bien joué. Mais c'est ça. Je m'étais inscrite là-dedans, puis finalement, je me suis jamais rendue au cégep de Saint-Laurent. J'ai essayé l'audition à l'ENH parce que j'avais fait les cours du soir pour le fun. Puis moi, mes parents, les deux travaillent en finance. Là, fait que, tu sais, quand le matin que secondaire 5, que je leur ai dit, Madame Catherine pense que je pourrais peut-être faire l'école de l'humour, mais mon père, tu sais, il s'est étouffé dans son café, puis il a fait genre, tu vas être drôle, faudrait que tu commences par faire rire les gens d'un bar, tu sais. Fait que j'étais retournée dans l'autobus. C'est quand même, il t'a dirigé vers la bonne place. Mon père de pas le faire. Tu pourrais commencer par être drôle. Ça aurait pu être la réponse. Tu pourrais commencer par faire rire le monde ici. Puis là, ça vient finalement te challenger dans ta propre confiance en toi. Mais c'est ça. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, mon père vient de me dire ouvertement que genre je suis pas drôle, puis que je suis malaise, que genre, est-ce que ça va peut-être faire un malaise que je fasse du stand-up. En tout cas, fait que j'ai pris les cours du soir, puis en faisant les cours du soir, j'avais comme... je faisais mon devoir, puis il y avait un couple d'amis de mes parents qui étaient venus souper, puis ils étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Puis mes parents étaient comme, elle fait un cours d'écriture à l'ENH, puis là, ses amis, full impression. L'École nationale de l'humour. Mes parents sont très... ils se laissent pas impressionner par n'importe quoi. Là. Ils sont quand même difficiles à impressionner. Mes parents, ils ont quand même eu 3 enfants qui ont chacun des handicaps, dont un autisme sévère non-verbal qui fuguait. Fait que mes parents, il n'y a plus rien qui les surprend. Le sac à stress, il a été comme vidé, puis de surprise, il est vidé pour eux autres. Là, tu comprends? Fait que les amis, mes parents, full impressionnés. C'est donc bien cool. C'est quoi les gags que t'as écrits? Fait que là, je commence à leur lire mes gags. Puis ils commencent à rire, puis à se taper les cuisses. Mes parents, ils regardent, puis ils sont comme, voyons donc. Fait que ses amis trouvaient ça drôle. On pourrait peut-être commencer à y croire que notre fille est drôle. Ouais, c'est ça. Fait que ça les a comme un petit peu tétillés à ce moment-là. Puis je me souviens, j'avais été à mon cours, ça s'était bien passé. Puis après ça, mes parents, cette année-là, c'était tough l'école. J'avais aucune motivation, sauf pour le cours à l'ENH. Fait qu'ils m'ont dit, c'est quoi la prochaine étape? Puis j'ai dit, il y a une audition dans 1 mois, mais je suis pas prête à faire ça. J'ai juste à apprendre à écrire des procédés. Mes parents étaient comme, pour vrai, au pire, genre, casse la glace, plante-toi, puis tu vas savoir c'est quoi pour l'année prochaine pour que tu te prépares pour vrai, tu sais. C'est un coût minimal en plus. Là, exactement. Puis je suis tellement contente de l'avoir fait cette année-là parce que c'était genre j'avais 19 ans, puis j'avais jamais fait de stand-up. Fait que moi, mon premier stand-up à vie que j'ai fait, c'est devant 3 juges. Devant 3 juges dans une salle noire où il y a personne qui rit. Exactement. Wow. Fait que ça a été ma première expérience de stand-up ever. C'était ça, stand-up tout seul, que j'ai pas mon meilleur ami. On fait pas des sketchs, on n'a pas de personnage. C'est moi, à nu, je parle de moi, je parle de ma vie, puis j'ai des setup premise punch. Stand-up à l'américaine. Hope for the best. Ouais. Fait que j'ai essayé ça. J'ai relevé le défi, puis je suis contente d'avoir fait parce qu'après ça, c'était juste des auditions en ligne avec la COVID. Mais la première année, c'était en présentiel. Fait que ça a été la seule fois que j'ai pu filer c'était quoi de jouer devant des juges. Puis au début, ils m'avaient dit on n'est pas ici pour rire. Puis j'avais réussi à avoir 3 rires. Ils prennent la peine de te le dire. Hey, en passant, là, on rira pas. C'est tellement stressant. Moi, j'aurais préféré... finalement, ils rient des fois. C'est dire que si c'est bon, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent non plus. Moi, ils n'ont jamais ri. C'est vrai? Honnêtement, je me souviens pas, ça fait longtemps. Là, fait que... Mais tu sais, c'est des rires polis d'être dans une grande salle à 3. Là, fait que ça fait qu'ils souriaient, mais que t'es vois pas. Parce qu'on est carrément pas. Là. Ouais. Mais je pense que ça a été l'expérience la plus stressante à vie. Là. Moi, je me rends à l'école de l'humour, je partais de Rigaud, là, de chez mes parents, arrive dans la grande ville, il y a du trafic, trouve pas de parking, arrive quasiment en retard à mon audition. Il a fallu que je brûle des rouges, là, comme full illégal, mon affaire.
Je me pars quelque part où est-ce que je sais même pas si j'ai le droit, je me rends à l'audition. Puis je suis assise au 7e étage, puis je fixe genre Sherbrooke, qui est comme de vue de très haut. Là, Puis je me souviens, j'ai des palpitations dans mes mains. Puis je me demande à ce moment-là si je vais me vomir genre sur mes pantalons. Genre, je suis assise, là, puis genre, j'ai le sentiment que je vais Juste vomir. avant de monter, là, j'imagine un coup que c'est fait. Avant qu'ils viennent me chercher. Mais est-ce que tu sens que t'es à la bonne place? Malgré tout ça. Sens-tu, y a-tu de quoi dans toi qui fait comme, OK, mais me semble le chemin est quand même tracé pour que ça fonctionne ish? Ou t'as trop peur de te vomir sur les culottes? J'ai trop peur de vomir. À ce moment-là, j'ai juste peur de me vomir dessus. Puis, mais c'est quand même c'est un indicatif que tu sois retourné 4 fois. Là. Ça fait comme non, mais je pense que c'est le chemin. Là. Je pense que c'est le chemin à prendre. Exact. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça a été une audition que j'ai trouvée difficile, mais que j'ai trouvé vraiment le fun par le recul. Je me souviens, je suis sortie de là comme j'avais pas eu de blanc de mémoire. J'avais réussi à le faire mon 5 minutes au complet. J'ai eu 3 rires. On a fait une entrevue après, ça s'était bien passé, puis il m'avait dit, toi, si t'as un nouveau numéro à écrire, sur quoi tu aurais le goût d'écrire? Puis j'étais comme, je sais pas comment j'aborderais ça, mais j'ai un frère qui est autiste sévère non-verbal, j'aimerais ça parler de lui, puis il avait trouvé ça intéressant, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'a gardé. Ça, ce petit morceau-là, c'est important pour l'histoire parce que les raisons pourquoi je suis revenue à chaque année, c'est que j'arrivais pas à parler de ce sujet-là. Puis après 3 essais qui me refusaient, je me disais, crime, je peux pas offrir ce qu'ils recherchent. Je fit pas avec. Ah, oui. J'ai pas ce qui est. Je peux pas leur offrir ça. Fait que je me suis vraiment tannée. Puis j'ai fait une soirée de stand-up quelque part. Elle m'a emmenée soirée au Café Les Oubliettes. Puis j'avais fait le numéro sur mon frère back then quand je le commençais. Puis. Que t'as finalement fait. Oui, que j'ai finalement fait. Puis, dans le temps que les Pic Boys étaient encore un duo, mais je me souviens, il y avait Dom Massy qui était venu me voir. Puis il m'avait vraiment comme dit. C'était tellement bon ton numéro, c'est donc ben hot, de où tu sors, tout ça. Puis moi, je me souviens, j'étais full starstruck d'aller leur parler. Genre, j'osais même pas leur parler avant le show, puis j'étais genre, oh my god, c'est les Pic Bois, non. Genre, je te mens pas, je compare à eux. Genre, jamais ils vont venir me parler. Puis finalement, Dom Massy vient me parler après, puis tu sais, tu devrais faire telle affaire. Puis tu sais, il m'avait full, tu sais, encouragé, poussé dans le dos. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, je me dis, crime, j'ai le goût de réessayer les auditions à l'école de l'humour, puis voilà comme 4 ans. Les juges avaient l'air intéressés à peut-être entendre un numéro sur mon frère. En tout cas, là, j'arrive un peu confiante, plus confiante, parce que là, j'ai rodé le numéro dans des bars, j'ai travaillé dessus, je l'ai retravaillé avec des amis, je l'ai répété. Fait que là, je me dis, crime, OK, là, je tiens quelque chose. C'est ton année, c'est ton moment. This is the year, genre. Fait que je me dis, OK, celle-là, c'est la bonne. J'envoie mon self-tape, puis finalement, je suis encore refusée. On dirait qu'il y a une fois que là, je t'ai refusée, alors que j'ai été grattée le plus, genre, creux de ma vie, de comme mon parcours de jeunesse, de grandir avec un grand frère qui était ça, non-verbal, puis d'avoir quelque chose qui est tellement unique dans son sujet, tu sais. Mais déjà, de voir que ça, c'était pas assez pour eux, j'ai fait, je sais pas qu'est-ce que je peux leur offrir de plus, là, tu sais. On dirait que j'étais comme... En tout cas. Puis, tu sais, la vie t'a amené à organiser des spectacles après. Oui. Puis de créer tes propres opportunités. Puis je suis sûr aujourd'hui qu'il y a des gens qui étaient peut-être de cette cohorte-là qui t'écrivent pour demander « Hey, je peux-tu participer à ça? » Finalement, tu as pris ton chemin de campagne, comme je disais dès le départ, tu sais, que tu as toujours fait ton propre chemin parce qu'il n'y a personne qui te le donne sur un plateau d'argent. Ou on essaie de te pousser, puis finalement, pour plusieurs circonstances, ça ne fonctionne pas. Mais t'es quelqu'un qui va créer ces opportunités. Ah oui, je trouve ça tellement important. Mais tu sais, je pense que ça vient avec mon background de justement de faire ma place dans ma famille, d'être la dernière enfant, que j'avais des frères qui avaient des besoins particuliers. Ben, tu sais, pour me faire marquer, il fallait que je sois loud, il fallait que je sois drôle. À l'école aussi, tu sais, je n'ai vécu l'intimidation, là, tu sais, avant d'avoir mon diagnostic, d'être dans une école spécialisée. Là, avant, il a fallu que je fasse ma place en maudit là, pour rentrer dans la gang d'amis, puis dans l'autobus pour me faire écœurer, puis me faire taper sa gueule, tu sais, il fallait que je sois tout le temps drôle. My God. Oui, c'est ça. Puis... oui, c'est ça. Fait que de faire ma place, ça a tout le temps été récurrent. Puis quand je suis arrivée dans le stand-up, puis qu'on m'a dit, tu sais, c'est un boys club, c'est dur de faire sa place, j'étais juste comme, hold my beer. Ouais, tu sais, c'était comme, ça va être correct. C'est ça m'a pris beaucoup de résilience de juste avoir mon diplôme d'études secondaires avec toutes les écoles que j'ai faites, mais que j'ai redoublées, que je pensais jamais comme réussir ça. Fait qu'on dirait que travailler fort, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon tout. Fait on dirait que de te refuser à l'école de l'humour, j'étais juste comme, c'est juste une affaire de... C'est un échec de plus parmi tant d'échecs que j'ai vécu, puis que ça m'a pas empêché de progresser. De ce que j'entends, puis de ce que je comprends de ton parcours, peut-être que l'école t'aurait donné les 40 titres de l'humour aussi, vu que t'es pas faite pour ce modèle-là. C'est ça ma peur aussi. C'est ça, je me demande, c'est ce qu'ils m'ont pas pris parce que je leur ai dit à un moment donné, je suis TDA, dyslexique, nanana, puis ça va me prendre des... Beaucoup trop de troubles, si on l'apprendra. Oui, c'est ça va être compliqué. Ça serait des bonnes subventions. Ouais, c'est ça, on vient de jeter tous nos lexibooks. Il n'en reste plus. Vous avez on a vendu sur Marketplace. Mais ouais, je pense que ça aurait été tough. Avec du recul, maintenant que je repense, on dirait que je suis tellement contente de jamais avoir été pris. Autant que
ça m'aurait tellement... J'aurais pleuré de joie, là, comme être oui, pris. Là. Garanti. Te dire que comment j'ai pleuré, être refusé, là, ça a été des claques d'en face à chaque fois parce que j'y venais tellement. Là, je me souviens, je travaillais chez Calvin Klein, je pliais des bobettes, puis genre, je me disais, bon, ça va être une autre année à aller travailler dans un magasin en remettant mes questions de vie... En tout cas, mes choix de vie en question. Fait que, on dirait que ça, c'était tough. À chaque fois que j'avais un refus, puis tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, je pense que le moment de ma vie, j'ai touché le plus le fond. Là, ça a été comme, je pense, 2e ou 3e refus. Puis dans ce temps-là, j'étais retournée à mon école secondaire, pogner une job dans le temps de la COVID pour vaporiser les bureaux avec genre de purée. Là, t'étais à l'école secondaire à ce moment-là. Écoute, non, j'étais au cégep. Mais t'es retourné juste. Mais j'ai pris un contrat à mon école secondaire pour aller comme désinfecter les bureaux pendant qu'il n'y a pas d'élèves. Puis à un moment donné, je me fais appeler pour venir pendant le jour. Puis, je me souviens, je rentre dans l'école, puis il y a des anciens élèves plus jeunes que ma cohorte qui m'ont reconnue, puis qui me reconnaissaient parce que j'avais animé tellement de choses cette année-là. Puis ils étaient comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Puis, t'es rendu où? Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'ai un torchon dans les mains, j'ai des produits pour vaporiser les bureaux, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'avait tellement jeté à terre, puis... je pense que c'était comme la veille, je venais d'être refusée à l'école de l'humour, tu sais. Fait qu'on dirait que là, de voir des jeunes me dire, t'es rendu où dans la vie? Puis avoir tellement d'expectation. Fait qu'en tout cas, je me souviens, j'étais retournée dans la bibliothèque pendant que c'était les heures de cours. Fait qu'il y avait personne dans ma bibliothèque du secondaire, toute seule avec mon torchon, et je me suis mis à broyer Dominique. Genre, tout ça dans une cafétéria vaste et grande, puis je me suis dit, ma vie est pathétique. Comme, qu'est-ce que je fais? En tout cas, fait que ça a été comme le moment difficile de dire, est-ce que je lâche tout? Qu'est-ce que je fais? Mais on dirait que ça a été un moment de remise en question, puis de me dire, je serais pas plus heureuse à choisir un métier qui est plus facile. Je vais pas aller... Tu sais, je vais pas être plus heureuse. Je pense que je vais être plus heureuse à me casser le bicycle, puis il faut que je continue là-dedans. C'est trop important pour moi, mais je pense que ça a été comme le plus gros challenge. Être dans mon élément de mon école secondaire où est-ce que je me suis tellement remis en question, où est-ce que je suis sortie de l'année en ayant tellement de confiance en moi, puis un an plus tard, revenir puis être complètement démolie, là. C'est tellement weird. C'est très bizarre à expliquer, là. Fait que... Ouais, mais je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui m'a gardé tout le temps accroché, c'est de repenser à ces professeurs-là, de repenser à ces gens-là qui m'ont tellement... Tu sais, je me suis dit, si je n'étais pas faite pour ça, pourquoi j'ai eu comme 10 personnes dans ma vie qui m'ont poussé tant de professeurs qui m'ont poussé dans le dos, puis qui ont vu ce potentiel-là, puis que j'ai été capable d'écrire un roast en 20 minutes, que même tu sais, des gens qui sont pas... des comédies écrire un roast en 20 minutes, c'est pas donné, là. C'est ça. C'est ça. Puis ma prof de français, qui est une prof qui est habituée d'analyser des textes, me dit, genre, hey, t'as vraiment une plume, là, puis t'as un don pour écrire du drôle, là, t'es capable de... Tu l'as, tu sais, c'est pas de donner à tout le monde, puis ça, tu l'as, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'a resté accroché. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai autant continué l'École nationale de l'humour, les auditions, c'est parce que le colique de papier, là, avec la photo en noir et blanc... Oui. Je la voulais dans cette école-là, puis je me suis dit, tout mon parcours de ma vie à l'école où est-ce que j'ai été pour des troubles d'apprentissage, où est-ce que je suis partie avec l'estime à moins 1000 parce que je revenais de plein d'écoles où ça a été difficile de me faire accepter pour qui j'étais. Bien, on dirait que je m'étais dit, la journée que je vais avoir un papier, là, je vais retourner à cette école secondaire-là puis aller inspirer des jeunes à suivre leurs rêves, à essayer, à oser, parce que Colin, qu'on n'ose pas, parce que vu qu'on a des troubles d'apprentissage, souvent, on a peur de se faire juger, on s'est fait intimider, on a tout ce background-là. Fait que c'est ça qui fait que mes amis secondaires, on est autant proches parce qu'on vient tous de ce genre de background qui est semblable. Mais Colin, j'aurais tellement été fière de retourner voir ces gens-là. Puis maintenant, avec du recul, je me dis, hey, ça va prendre plus de temps, mais je vais peut-être réussir sans papier. Peut-être qu'ils vont t'inviter à faire une conférence à un moment donné, puis tu vas rencontrer directement, genre, au-delà de juste avoir une photo là-bas, puis tu vas pouvoir parler avec ces jeunes-là. Je pense que c'est ça qui est beau d'un parcours, c'est les échecs qui le constituent, puis c'est de choisir tu sais, dans la vie, je pense que c'est correct d'avoir des échecs si tu choisis comment tu t'en sers de ces échecs-là. Puis moi, j'ai tout le temps décidé de... C'est fucking... C'est fucking C'est fire, là! C'est fire! Pognez ça dans Harry Potter. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que je m'accroche à ça. Je m'accroche à cette lueur d'espoir-là Je me suis dit que moi, là, quand j'avais cet âge-là, quand j'étais au secondaire, j'aurais donc aimé ça qu'il y ait un ancien élève qui a eu un parcours difficile. C'était tout le temps des gens avec des parcours parfaits qui sont tout le temps réinvités. C'est tout le temps les gens qui sont praised, qui sont montrés à la télé. C'est tout le temps des gens qui, souvent, que je vois que c'est des gens qu'on dirait que sont au-dessus de tout ou qui viennent pas partager ou du moins parler de leurs échecs parce que c'est comme tabou, mais... Moi, on dirait que la première chose que je parle dans ma vie, c'est de mes échecs parce que je les assume tellement. Puis on dirait que c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis
J'en parle dans mon stand-up aussi, là, de mes peurs, puis ces choses-là, puis d'avoir un grand frère différent. Puis on dirait que c'est fucked up, mais je pense que c'est ça aussi qui m'a gardé en humour, mais c'est que toutes mes faiblesses sont devenues mes forces parce que ma dyslexie, mon TDA, mes frères qui ont des handicaps, des diagnostics, des choses que j'ai voulu cacher puis refouler toute ma vie, bien aujourd'hui, c'est rendu ma force, c'est rendu ça qui constitue ma plume. C'est mes outils pour communiquer avec les gens puis les inspirer, d'avoir des gens après des shows qui viennent me parler puis qui me disent « Hey, je me suis full reconnu là-dedans, j'ai un fils autiste, ça m'a fait du bien. » Tu sais, fait que... Ouais. Wow. Pour les quelques tapes dans le dos que j'ai eues, ça a tout changé. Là. Prenons le temps de mettre l'emphase sur ça. Tu as fait une levée de fonds. Parce que au-delà de tous les nouveaux projets que tu te lances, une soirée d'humour dans un café de chat, dans une station de ski, tu t'es lancé sur l'idée de faire une levée de fonds. Ouais. Puis là, ça vient se terminer. Fait qu'on sait que c'est un criant succès. Récent, ça a vraiment bien fonctionné. Mais cette idée-là est partie de où? Puis comment ça s'est fait, finalement, ce projet-là? Écoute, ça, c'est une grosse histoire, puis je vais peser mes mots parce que je n'ai pas envie de me faire poursuivre. Non, c'est pas vrai. Mais écoute, genre, quand j'ai commencé à animer à la station de ski, il y avait une personne qui m'avait vu animer puis qui m'avait contacté sur les réseaux sociaux pour me dire « Hey, j'essaie d'organiser un événement levée de fonds pour la Fondation Véro et Louis qui construisent des maisons pour adultes autistes. » Puis, next thing you know, mon frère est sur ces listes d'attente-là qui sont assez interminable, qu'on n'a pas de nouvelles parce que la demande est assez forte. Il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Il n'y a pas assez de maisons de construites encore. Fait que cette personne-là me contacte, me flatte dans le sens du poil, me dit « T'es vraiment bonne, t'as un numéro qui parle de ça, ça fit avec ce que je veux faire dans mon événement. » Fait que parle, j'en je me lie d'amitié avec cette personne-là. Je commence à organiser son événement. Puis, plus tard, il voit qu'en 24 heures, j'ai genre booké Phil Roy, Corinne Côté, Mona de Grenoble, tu sais, comme tous des gens que j'ai comme pu croiser dans des plateaux de tournage. Tu sais, je reviens, est-ce que j'ai fait tantôt? Un vrai bon mettons. show de levée de fonds, là, tu sais. Exactement. Fait que j'y vais pas de main morte. Je suis comme, OK, si on a un bon budget, ben je vais aller avec des gens que ça va faire une bonne première année. Puis, tous des gens qui aiment la Fondation Véro Louis, qui ont un rapport avec ça. Puis, écoute, ça a été pendant 1 an de travail... que je faisais ça bénévolement en échange que ces gens-là m'aident avec la production et dans tout ça. Dans l'éventuel, c'est... Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait la ça. La beauté de ce métier-là, c'est souvent de trimer très, très fort. Ouais, puis de voir après s'il y a des résultats, tu sais. Si. Exact. Je souligne si. Si. Fait qu'en tout cas, il y a eu comme quelques échanges de services, ça se passait bien, j'avais du fun, j'étais bien là-dedans. Puis 1 mois avant l'événement, en fait, cette équipe-là ont décidé que je ne fitais plus avec leurs standards, qu'ils ne voulaient plus que j'anime, puis j'avais pas signé de contrat à ce moment-là. Fait qu'ils étaient comme, tu sais, on peut décider de te retirer. Fait qu'on voit qu'en ce moment, ça fait une... Tu sais, moi, j'étais partie en vacances, puis ils ont décidé, ils ont fait, écoute, on n'a plus de tes nouvelles. Fait qu'en ce moment, on prend pour acquis que genre... t'es plus intéressé par le show, fait que, tu sais, c'est plus toi qui anime, c'est plus toi dans le comité organisationnel. Fait que, puis en ce moment-là, tu sais, ma face est encore sur le... Belle réjection quand même. Fait que c'est ça, à ce moment-là, j'étais en vacances, j'étais au zoo avec mon chum et je pleure devant un enclos de girafe. Bref, ma vie est absurde. Fait qu'encore là, je vis comme un gros échec. Puis tu sais, c'était un show qui se passait à Saint-Eustache, dans une salle de 700 personnes au Zénith, tu sais, comme... Puis pendant des mois, je me faisais dire que ça va tellement être le fun, on est tellement content que c'est toi qui anime. Puis tu sais, pendant des mois, je vends des billets à ma famille, ma tante qui achète un billet du Texas pour venir voir le show en septembre. Wow. J'ai des gens qui partent au fond de la route pour venir voir. Puis tout le monde est comme touché parce que je leur dis c'est pour la Fondation Véro et Louis. On est sur les listes d'attente pour faire entrer mon frère. On veut tellement que ça marche. Puis moi, à ce moment-là, je me dis c'est pas un show pour aller rayonner devant 700 personnes qui est important. Moi, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens chez Véro et Louis qui vont venir voir ce spectacle-là. Puis j'ai peut-être une chance de leur montrer ce que j'ai dans... Qu'est-ce que je peux faire sur scène, de leur montrer tout mon bagage, de les toucher avec mon numéro, puis d'aller leur parler après, puis peut-être, je sais pas, mais trouver une façon de je sais pas, réduire le temps d'attente de mon frère, peu importe, je sais pas. Mais dans ma tête, je me dis, je vais avoir un lien de proximité avec des gens pour qui j'ai tellement de questions à leur poser, s'il y a moyen que genre, je les aide à organiser plus de levées de fonds, peu importe. Mais tu sais, déjà, à ce moment-là, moi, mon idée, c'est d'aller rencontrer ces gens-là. Fait que quand je me suis fait enlever... Cette opportunité-là n'existe pas. Ouais, fait que quand je me suis fait enlever cette gig-là, ben tu sais, ça a été comme un double uppercut d'en face parce que non seulement c'est comme ma passion, on me l'enlève, tu sais, pas la raison pourquoi je vis, on me l'enlève, mais en plus, la raison pourquoi je parle... La motivation. Il y a la passion d'un bord puis la motivation, puis les deux sont faits. Oui, c'est ça. Puis tu sais, mon numéro sur mon frère, ça a été une motivation pour aller faire des shows gratuitement, pour être payé en bière alors que je bois pas d'alcool. Fait que tu sais, on dirait que là, ma motivation qu'on m'enlève depuis des années à comme pratiquer ce number-là puis à toucher des gens, là, on me l'enlève, en tout cas. Fait que là, ça a été comme tellement une grosse claque d'en face.
Puis, je me souviens, comme ma face était encore utilisée sur leur site web, encore à ce moment-là. Puis le lendemain qu'ils m'avaient comme crissé out, ils avaient fait une nouvelle campagne avec plein de posters sans ma face, comme si ça faisait comme une semaine, mettons, et plus, qu'ils planifiaient. C'était déjà tout ça semblait, là. oui, ça semblait quand même assez planifié à ce moment-là. Fait que la campagne numérique est partie. Fait que ça m'a fait tellement de peine, à ce moment-là, de sentir que j'ai fait confiance à deux personnes que finalement, c'était pas réciproque, malheureusement. Peut-être qu'il y avait un regard plus business, moi plus artistique. Malheureusement, ça fonctionnait pas. Ouais. Mais je pense que ça leur aurait mérité un dialogue avant de une discussion, décider. pas juste ça, on n'a plus de tes nouvelles, la portée est là. Oui, c'est ça. On trouve que tu t'investis pas. Vu que t'es au zoo en ce moment. Oui, tu aurais des girafes, t'es pas assez impliquée, ma belle. Fait qu'en tout cas, grosse claque d'en face. J'avais fait une vidéo sur Internet juste pour annoncer à mes proches, ma famille, de juste dire, hey, juste pour vous dire, je serai pas sur l'événement. Je sais que ma face est encore sur le site web. Mais juste vous dire, je serai pas là, mais je vous encourage quand même à rester positif, à faire un don directement à la Fondation Véro Louis. Fondation. T'es quand même très bonne d'avoir pris cette avenue-là. Je suis très professionnelle à ce moment-là, OK? Puis moi, je me faisais faire des menaces par l'ancienne équipe de me dire, t'as pas le droit de parler de nous autres, t'as pas le droit de nommer notre nom, t'as pas le droit de contacter les agences, alors que c'est moi qui fait l'organisation depuis des mois avec les agences. Fait que tu sais, toujours en point de contact. Je peux pas, puis les autres, ils savent que j'anime. Fait que tu sais, je veux pas avoir l'air de celle qui a choqué la gig. Fait que... oui, tu te protèges toi-même aussi. Je dois me protéger. Je sais pas qu'est-ce que ces gens-là veulent dire à mon insu dans mon dos. Fait qu'à ce moment-là, puis je me souviens qu'ils me faisaient des menaces de comme t'as pas le droit de parler de nous autres, mais entre-temps, ils me disent t'as pas signé de contrat, fait qu'on aura te crisser. Je suis comme parfait, j'ai pas signé de contrat, j'ai pas de release de confidentialité. Là. C'est ça. Puis vous utilisez mon visage, j'ai le droit de dire les choses. Tu sais, il y a une quarantaine de billets de ma famille, est-ce que ça va être remboursé? Finalement, ça n'a jamais été remboursé, cette chose-là. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait une petite vidéo sur Internet, puis ça a été comme full partagé. Il y a plein d'humoristes qui m'ont écrit genre « Oh mon Dieu, c'est dans mes poches, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se fait pas, blablabla. » Fait que j'ai senti comme un réconfort de mon propre milieu. Ça m'a fait tellement du bien. Puis une semaine après, je reçois une mise en demeure, puis je me fais comme charger, genre « Si on n'est pas capable de remplir la salle, c'est de ta faute. Genre, on va te charger genre 15 000 blablabla. » Moi, je capote, là, à ce moment-là. Je suis comme... la petite gig que je voulais faire pour animer, c'était pour payer mon loyer. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, j'ai comme... leur avocate sur mon cas, tout ça, je reçois une mise en demeure. C'est l'été, je suis le bord de la piscine avec des amis. Je suis comme ma vie, comme je peux pas relaxer pantoute. Fait qu'en tout cas, stress et raide. Fait qu'en tout cas, il a fallu genre que... Pivoter. Il a fallu que je pivote, puis... Ces situations-là, il faudrait que tu te revives, tu regardes la situation. Tu essaies d'avoir une distance moindrement avec la situation. C'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, Colin, est-ce que... Et à un moment donné, il y a un moment où je me suis posé la question, est-ce que je poursuis ces gens-là pour les empêcher d'aller profiter d'une autre humoriste de la relève dans le milieu, ou est-ce que je prends cette énergie-là pour faire mon propre projet? Puis, tu sais, ça a été très difficile. Pendant une semaine, ça m'a pris toute l'énergie du monde pour comme, méditer à ça puis réfléchir à ça. Ça a été très difficile, très challengeant. Puis, je me souviens, j'étais chez ma tante au Texas, justement, à ce moment-là, très loin de ma famille, très loin de mes amis. Fait que, tu sais, c'était très difficile de comme, vivre ça à distance, tu sais. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'ai décidé de pas aller contre eux, de pas jouer à ce jeu-là, de pas te laisser abattre. De pas aller dans ce combat d'orgueil-là. Puis, mais c'est ça. Ça a été comme une espèce de petite élimination à un moment donné. Fait que je partais, puis dans l'avion, sur le chemin du retour pour revenir à Montréal, dans l'avion, j'écrivais toutes mes idées de concept. Puis je me suis dit, Colin, moi, je vais faire moi-même un show bénéfice pour la Fondation Véro Louis. Ils vont entendre mon numéro. Genre, si eux autres, ils croient pas en moi, genre, moi, je vais leur montrer que je suis capable de le faire, tu sais, de pas leur donner raison dans ce combat-là. Puis, tu sais, ça a été la grosse affaire dans le sens que tous les humoristes qui étaient attachés à ce show-là avaient signé des contrats, fait qu'ils étaient comme, on n'a pas le choix de le faire, c'est pour une trop belle fondation, mais tu sais, ça l'a fait, genre, des malaises. Il y a des humoristes qui sont arrivés dans les loges, puis en fait, puis et où Fania, puis les organisateurs, ça a l'air que, genre, ils jonglaient en estique, là. Ça a l'air que les humoristes, en tout cas, certains qui m'ont recontacté après, ils ont fait, hey, on les a pas aimés, là, les organisateurs, là, on les a trouvés froids, puis tout ça, puis, tu sais, en tout cas, fait que. Ça n'a pas été la même énergie qui t'aurait amené, toi, là-bas. Là, oui, c'est ça. Fait que ça m'a montré que, genre, le karma, c'est une vraie chose. Ça fonctionne quand même. Fait que c'est ça. Fait que je suis dans l'avion, j'écris mes idées, puis je me dis, Colin, je veux faire ça le 2 avril pour la journée de l'autisme. J'aimerais ça faire un documentaire. Puis back then, je travaillais avec un vidéaste que lui, il avait décidé pour faire du cheap labor pour mon ancienne équipe, pour faire des pubs avec nous autres, parce qu'il me connaissait moi, puis il était comme, ça me fait plaisir, je vais embarquer avec vous autres. Puis l'ancienne compagnie qui avait engagé une équipe de vidéastes pour genre 5 000 $, ils avaient flushé en gardant mon vidéaste à moi qui coûtait 400 $. Quand mon ami à moi, il les a écrit, il a dit « Moi, je veux plus participer
je veux pas encourager. Genre, vous avez flushé Fania, elle travaillait full fort, c'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Comme voir que vous la flushez, ça n'a aucun rapport. Moi, je travaillais dans votre équipe parce que Fania y était, elle n'y est plus. Genre, je me retire. Fait que quand que lui s'est retiré, ils ont repris l'équipe à 5 000 $. En tout cas, de jouer avec l'argent, de jouer avec le monde tout le temps, de juste de profiter. Mais ils se sont donné du trouble pour absolument rien aussi, ça n'a pas de bon sens. Exactement. Puis je me souviens que quand je les avais recontactés, on avait fait un FaceTime. Après, quand ils m'ont crissé out, j'ai écrit une lettre de motivation avec montrer toute l'année, toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les pubs, le vidéaste que j'ai engagé, les sponsors que j'allais chercher, les billets que j'ai vendus. C'est tout toi qui faisais ça? Je les ai aidés en travers de ça. Je les ai beaucoup aidés, puis bénévolement. Puis, tu sais, je faisais des meetings Zoom avec eux autres, puis ils me présentaient devant des compagnies, puis ils disaient, voici notre animatrice, elle a un frère TSA, ça fit avec l'organisme qu'on va encourager. Fait que, tu sais, j'étais comme la belle mascotte, finalement. La belle mascotte, la corde sensible pour que les compagnies aient envie de donner de l'argent. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, gros malaise. Fait que je me suis comme dégagée de ça. Puis, les autres, ils achetaient des robots pour leur plateforme en disant comme, ça va nous donner genre du reach, tout ça. Les influenceurs font ça. Mais j'étais comme, mais moi, je suis pas une influenceur. Moi, je suis une humoriste. Tu veux rejoindre la fondation, pas genre... Oui, c'est ça. Moi, j'ai un contact humain. Puis ça ne fit pas avec mes valeurs. Puis les autres, ça les avait comme fâchés, tu sais. Fait que, bref, je me suis virée sur un scène sur un moyen temps. J'ai contacté la Fondation Véro-Louis. J'ai contacté le Lion d'Or à Montréal. J'ai seté la date. J'ai créé l'affiche. J'ai créé le concept. Puis là, c'est ça. Ça a été comme pendant des mois. Tu sais, moi, ça a été 1 an de préparation pour le Zénith à 3 personnes. Puis là, j'étais toute seule pour faire le Lion d'Or puis préparer un documentaire parce que next thing you know, Antoine, mon bon ami vidéaste qui avait décidé de déchirer son contrat depuis de travailler pour eux, qui est venu vers moi. Tout en son honneur. Tout en son honneur, oui, tellement cool Antoine Beauchemin engagé là, tellement un bon gars, tellement humain. Puis je l'avais contacté, puis j'avais dit, écoute, j'aurais une idée de show de concept. J'aimerais ça faire un documentaire qui est en amont avec ce show-là, montrer l'envers du décor, ma vie avec mon frère. Puis Antoine, qui a été tellement touché, il m'a dit, je connais un réalisateur, je connais une équipe, j'aimerais, genre, on va... Antoine, il matché avec une équipe. Il m'a matché avec une équipe. Fait que j'ai rencontré un réalisateur, Pascal, qui est absolument incroyable, tellement humain, que lui, on s'est rencontrés dans une microbrasserie l'été passé, puis il a fait « OK, parfait, on va faire un documentaire qui va présenter c'est qui Fania Séguin, c'est quoi le lien avec ton frère, c'est quoi le besoin de la Maison Véro-Louis, pourquoi c'est important pour ta famille. » Puis au travers des séquences, on va insérer des maquettes, des décors pour... faire les transitions. Fait que, ça se veut très cartoony. Fait que ça reflète un peu l'univers de mon frère qui est TSA, qui est très bubbly, très cartoony. Fait qu'on a parti ce projet-là. Puis la semaine passée, qui était le 2 avril, j'ai rempli le Lion d'Or. J'ai eu comme des gens qui étaient là. Dominique était là. C'était un méchant beau spectacle. J'ai capoté. J'étais sûre que j'allais pleurer après ce show-là, mais finalement, ça a bien été. J'étais juste tellement contente. Puis on dirait que je voulais vraiment rester de glace. Puis mon frère n'aime pas quand je pleure. Ça le rend super mal à l'aise parce que j'ai fait une surprise à mes parents, dans le fond. J'ai fait jouer tous les humoristes toute la soirée. J'avais un ami qui était pianiste. J'avais une fille qui a fait l'animation 2D, qui a comme fait popper des maisons dans l'écran. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un humoriste sur scène, il y avait une maison qui se construisait derrière. Fait que ça devenait un village de maisons pour montrer que la contribution des gens donnait des maisons, des toits. De là, le titre de mon show, Là pour toi, TOIT, pour mon frère. Puis à la fin du show, je commence à parler aux gens. J'avais Antoine, justement, mon vidéaste, qui avait construit des petites maisons en bois qui étaient mes centres de table, qui avait des codes QR pour les réseaux sociaux, tout le monde. Puis j'avais expliqué au public, vous pouvez les ramener à la maison. C'est un village que j'ai construit pour moi puis mon frère. Ce village-là peut continuer à exister dans vos foyers. Puis en ce moment, j'ai une équipe de tournage. On va capter un segment pour un documentaire que je sors au mois de septembre, blablabla, fin de l'été. Fait que là, le public sont comme, OK, ils sont tous hype. Fait que là, je leur dis, pouvez-vous mettre vos bras au-dessus de votre tête comme un toit? Fait que là, il y a comme toutes les personnes au Lion d'Or qui font un toit. Puis là, genre, c'est comme vraiment cool. C'est incroyable. La photo est vraiment culte. On dirait, ça pourrait être le culte des TSA. Dans le fond, c'est une secte. C'était complet. J'ai parti une secte. C'était vraiment... Puis à ce moment-là, je dis au public, maintenant, genre, je remercie les commentaires, nana. Puis là, les gens se placent en toit pour la captation et la photo. Et à ce moment-là, j'ai dit, maintenant, j'aimerais inviter sur scène la personne pour qui j'ai créé le projet Là pour toi. Puis là, je présente mon frère, puis genre sa gardienne. Fait que là, mon frère sort des coulisses. Parce que tes parents étaient là. Mes parents étaient là, sans savoir que mon frère allait venir. Ton frère. Exactement. J'ai comme menti à mes parents. Je leur ai dit, j'aimerais mieux qu'il se fasse garder, qu'il vienne pas au show, comme ça, il va pas vous déranger, blablabla, parce qu'il y a des besoins particuliers. Sa gardienne l'a amené dans les coulisses en cachette. On l'a caché, genre, dans les coulisses. Fait que là, c'est ça, il est entré sur scène. Et là, les gens...
Waouh! Genre, tout le monde, les gens se sont levés, standing ovation. Et là, mes amis m'ont dit ça après, parce que moi, j'ai pas rien vu. J'étais justement absorbée par toute l'énergie et tout l'amour qu'on recevait, tu sais. Puis mon frère était à côté, puis il comprenait pas ce qui se passait. Fait qu'il applaudissait, il imitait les gens, tu sais. Fait qu'il était juste comme, OK, cool. Puis à un moment donné, il a pris fun à ça, puis genre, il s'est mis à sourire à un moment donné quand il a compris qu'il était comme, OK, les gens sont contents de me voir, c'est cool, tu sais. Et la seule personne dans le public qui était assise à ce moment-là, qui était pas capable de se lever, que ses jambes m'ont fendu, c'était mon père. Puis mon père, que j'ai vu pleurer peut-être 2 fois dans ma vie, qui est très, tu sais, petit gars de la ferme, monsieur qui cache ses émotions, tu sais. Fait que puis mon père, à ce moment-là, il a genre ses 2 mains dans sa face, qui est full émotif, il est pas capable de se lever, puis il a comme un standing. Ah, wow. J'ai mon frère à côté de moi qui est juste content. Fait que là, je parle aux gens, puis je dis à mon frère... OK, Ismaël, tu sais, je pose une question, je dis, est-ce que Fania est populaire? J'y passe le micro, puis là, il a juste fait comme un son dans le micro, puis les gens, parce que, tu sais, il est non-verbal, il a pris le micro dans ses mains, puis il a juste fait une espèce de... Puis là, genre, tous les gens, waouh! Là, c'est genre, standing, tout ça, j'ai sorti de scène avec mon frère, puis tu sais, quand il est arrivé sur scène, il était full stressé, fait que je le flattais dans le dos, puis là, je revois les shots de moi, puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement genre la petite sœur qui prend soin... J'avais pas réalisé que je le flattais dans le dos, puis j'étais genre, hey, ça va être correct, tu sais. Sort de coulisses. Puis le moment magique de rentrer en coulisses, puis j'ai genre Isabelle Monette qui s'occupait de ma mise en scène, j'ai Jade qui est là, j'ai mon équipe qui est toute là, Louane à la photo, tout le monde sont tous là, puis ils me poussent tous. Les gens crient, là, les gens ils sont encore debout. On retourne. Je suis retournée, là, puis genre, je shakeais, je vibrais de partout. J'étais tellement énervée. Puis là, j'ai juste commencé à chanter « Allez, Montréal! » C'est depuis soirée des Canadiens. J'étais genre « C'est beau le Québec! » là, mais tellement une soirée comme émotive, émotionnelle. Puis ça, j'ai tellement hâte de voir ça dans le documentaire, dans le fond, que c'est tous des blocs qui vont être réutilisés après pour la finale de ce docu-là. Fait qu'en tout cas, je suis excitée. Puis, Est-ce que tu as fait ton fameux numéro du piano classique? Du piano classique? Non! Ah! Bien essayé. Mais j'avais un pianiste qui jouait du classique. Il a joué du cowboy fringant pour mon walk-in. Ouais, tant qu'il y aura l'amour. C'était vraiment cute. Là, ouais. Tout était pensé. Je ne sais plus ce que j'allais dire après. J'ai pas mais regarde, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que parfait. ça. Là. C'est absolument c'est ça, parfait. Exactement. Tout ça est dans le but d'éventuellement, là, je croise les doigts, mais j'aimerais ça vraiment contacter la Fondation Véro Louis, puis s'ils cherchent une porte-parole de 25 ans. Tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup des parents d'enfants autistes, mais on parle pas des frères et sœurs qui prennent la relève, qui sont autant impliqués. Là, en tout cas, j'essaie de d'amener ça, puis si jamais ils cherchent une porte-parole, puis quelqu'un qui serait prêt à organiser un là pour toi, je leur ferais chaque 2 avril si c'était possible, mais le plus dur, c'est de se faire connaître quand on n'est pas connu, là, mais je pense que t'as la bonne locomotive qui est ce spectacle-là, j'ai l'impression. Exactement. Là, si à chaque année tu reviens, puis avec la même énergie puis les bonnes intentions, ça peut que fonctionner. Là. Exactement. Fait que c'est ça que je souhaite, là, si je peux... toucher la fondation, puis ils sont prêts à il n'y a pas juste la fondation que tu touches avec ton histoire. Là. Moi, c'est tout ce que tu racontes depuis tantôt. Non, c'est ça. Je connais ton chum, ça se passe bien. Il n'y a pas de... rien de ça. Oui, bien joué. Bien joué, d'ailleurs. Bien flexé. Bien flexé que c'était fiancé. Ben écoute, moi, j'ai le goût de finir là. Je trouve que c'est absolument parfait. C'est bien fin. C'est insane comment que ton chemin peut être inspirant pour bien du monde, sur tous les axes de ta vie, finalement. Fin. Puis donc, merci que ça se rappe finalement avec un... Finalement, tu fais un spectacle, puis tu viens rejoindre ta famille. De pas choisir... C'est fou. C'est ça. Puis cette soirée-là, pour moi, ça m'a juste prouvé de comme... Ça vaut pas la peine, des fois, de se battre contre la bête. Des fois, c'est mieux de juste... Ça prend plus de courage puis de force de pas fesser dans le tas puis de juste comme... partir de son côté et faire ses propres trucs. Retreat, regroup. Ce que ça t'a apporté, puis c'est un peu toute ton histoire. T'as eu une défaite là, t'as plié les chines là, mais tu t'es relevé, puis ça a été encore plus payant en bout de ligne. Ah oui, 100%. À cause de ça, est arrivé ceci. Je pense que c'est le seul show d'humour où j'ai jamais autant vu de gens pleurer de rire puis pleurer à la fin du show parce qu'ils étaient comme émus. Là. Tous les gens sortaient de la salle, puis j'ai eu comme, je pense, une 40aine de câlins de gens, puis... Incroyable. Des gens qui étaient messages que j'ai reçus après ce show-là, puis j'ai fait OK. Moi, je t'attendais au bar. J'étais au bar en face. Un jour, elle va finir par arriver avec tes amis les plus proches. Les gens étaient tellement contents, tellement émus. Ça va finir par arriver, puis c'est en 40 minutes. Je m'en viens. T'étais un jet de pierre, c'est beaucoup trop là, pour se rendre de où est-ce que t'étais à où est-ce qu'on était. Ah, c'était fantastique. Pour vrai, je peux recommencer ça anytime. C'était
Merveilleux. Mais Fanny Séguin, merci à t'être prêtée dans le chemin. Merci. J'espère que le podcast va finir avec la chanson de Allez, Montréal. C'est impossible. On n'a pas les droits pour ça. Non, c'est ça. J'ai pas le budget. Aucunement le budget pour ça. Ben, toi qui le chantes, ça marche. Là. Ouais, c'est parfait. Pour terminer le podcast, j'ai le goût de. Étant donné que c'est dans le chemin, j'ai des partenaires. Parce que dans le chemin, tu repars pas tout seul ce soir. Oui? C'est ça qui est beau. J'ai ici caché, pas si bien caché finalement. La boutique spécialisée, Le Ravitailleur, qui est dans Rosemont. Je te laisse la carte, c'est à toi, ça t'appartient. Puis c'est un 50$ que tu vas pouvoir dépenser là-bas avec tout ce qui est question d'apéro. En tant que tel, ils ont des choix sans alcool, il y a des saucissons, des chips, des thés, des cafés, du café en grains. Il y a plein de petits de stocks. Il y a aussi de la bière, évidemment, de la bière, du vin, tout le kit. Mais tu sauras trouver, je suis sûr et certain. Ben écoute, Dom, je vais t'inviter très bientôt pour un petit plateau charcuterie à la maison pour brainstormer de nouveaux projets. Grandement accepté. Merci de t'être prêté au jeu. On se gâtera. À la prochaine.